On s'est trompé en fait, on s'est complètement trompé. Musk en Allemagne se prend une shitstorm de fou. Ah oui, quand même, oui. Au moins un pays. Parce qu'ils sont connus. Ils connaissent l'histoire un petit peu. Ouais. Ils ont la ref. Eux, ils avaient la ref en fait. Ils ont fait la ref du livre. Bonjour tout le monde et bienvenue dans CKR, le podcast préféré de vos podcasteurs préférés. Je suis Kevin Razier. C'est un kiff de vous retrouver chaque semaine dans le salon avec à ma gauche Monsieur Dr H qui est là. Salut. Et on a évidemment toute la fine équipe qui est présente. Yamani qui est par terre, ma chérie Gaëlle Canicagnan à la réalisation et ce set design aussi de jour. Alors, je mets les pieds dans le plat parce que on me demandait souvent mais quand est-ce que c'est quoi les bails là concernant la récurrence. Donc je crois que j'en avais parlé dans le Discord, mais je vais en parler du coup là publiquement. Donc là, on repasse. J'ai mis un message aussi sur la chaîne YouTube. On repasse à un épisode par semaine parce que pris par le temps, les obligations, etc. Si vous voulez nous soutenir pour nous permettre de dégager du temps, sachez que voilà, on compte sur vous. Toute force est la bienvenue. Et d'ailleurs, je tenais à remercier toutes celles et ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Sur Twitch et même les entreprises qui nous ont suivis comme le Cha Food Truck, Gflow Gangs ou E2TS, merci mille fois. Et donc voilà, donc là on va faire un épisode par semaine. Je peux pas vous dire quand exactement, je pourrais vous le dire en amont, mais parce qu'en fait pareil, avec la tournée, avec Hamza et ses obligations, etc., on essaye de faire en sorte que ça matche. Parce que là c'est vrai que je suis parti sur une tournée de 5 mois. Merci Unruly Mind, merci Red Dark, merci pour vos réabonnements, pour celles et ceux qui viennent avec Prime, n'oubliez pas que vous devez vous réabonner à chaque fois. Donc voilà, donc c'est vrai que pour l'instant là, on va essayer de maintenir en tout cas un épisode par semaine. Et puis après, voilà quoi, de fil en aiguille, on compte sur vous. D'ailleurs, quand on parle de soutien, sachez que mardi 28, pour celles et ceux qui sont en région parisienne, Dr H sera en IRL, en vrai, avec comme thématique une conférence, une masterclass, avec comme thématique vivre pour travailler ou travailler pour vivre. Putain, là, on est en plein dans de la thématique CKR. Ça, c'est un truc qu'on aborde très souvent. Et là, il va pouvoir s'étaler sur le sujet, prendre le temps, les références, etc. C'est le mardi 28 janvier à 20h. La participation est de 10 €. Franchement, quand tu vois tous les rapaces à la Idriss Aberkan qui font khalas des prix incroyables, là, on a vraiment eu un prix d'appel. C'est-à-dire que c'est maintenant qu'il faut venir parce qu'après, normalement, ça va passer à 500 balles. Pas à ce point-là. Pas à ce point-là. Non, il nous rassure. Mais quand même la moitié. Salle Rému au centre Ravel. C'est 25 avenue Louis Breguet à Vélizy-Ville à Coublet. Et puis donc, c'est à 20h. Vous pouvez réserver en utilisant un mail. Si je dis pas de bêtises, ouais, il est juste en dessous. C'est pour contacter et réserver, c'est horizon, comme l'horizon, point, Hypatia, pardon. C'est autre chose. Ah oui, HYPATIA, @hotmail.com, et ils ont un Instagram aussi. Horizon.hypatia, HYPATIA. C'est une association de jeunes Véliziens et Véliziennes, ouais. Surtout des Véliziennes d'ailleurs, qui l'ont créée. C'est en hommage à Hypatie d'Alexandrie, la grande philosophe d'Alexandrie qui est morte dans des conditions très tragiques, okay. qui était en fait une des poursuivantes entre guillemets des enseignements dits platoniciens, même si certaines études montrent que c'est un peu plus complexe, qu'elle était beaucoup plus large que ça, elle n'était pas simplement platonicienne et qu'elle avait développé toute une théorie et surtout que c'était une grande mathématicienne et géomètre. Donc ouais, vraiment, c'est énorme. Et il y a un film, je le trouve pas super bien fait, mais c'est le seul film qui soit, je crois, sur elle, qui s'appelle Agora. Agora. Ouais. C'est un film français, c'est un film américain. Ok, d'accord. Ouais, c'est parce que c'est un peu. Mais en fait, ce film est aussi caricatural que la manière dont a été traitée l'histoire par les historiens eux-mêmes de ce sujet-là. Ça pourrait être l'objet d'une belle intervention sur ce sujet, parce que c'est très intéressant. Ah bah voilà, carrément. Voilà. Et ben c'est parti. On note. On va en tout cas, oui, le bingo est lancé dans le chat. C'est marrant. Ouais, on pouvait pas commencer sans un petit problème technique, évidemment, ça commence bien. Le bingo de Nafta, j'avoue, il a la cote. Il a été très accurate. J'avoue, à chaque fois, tous les gens jouent, c'est marrant. On va commencer par réagir aux messages que vous nous avez envoyés concernant le dernier épisode de CKR.
Alors, on a quoi? On a dénonciation, j'adore son qui dit en fin de retour, merci, vous nous avez trop manqué. Et ben, écoute, plaisir partagé, évidemment, nous aussi, ça nous a fait trop plaisir. Xavier Pujol qui dit intéressant parallèle paradis enfer. Moi, ce que j'ai du mal à saisir, c'est cette folie qui prend ces personnalités qui sont nées en bas de l'échelle dès qu'ils deviennent riches. Ouais, là, c'est le pouvoir, c'est le fait de dire que tu peux et qu'on t'as l'impression que personne ne te dira rien. Et je pense que t'as pas de garde-fou. Enfin, je sais pas, c'est un mélange de plein de choses, hein, j'avoue. C'est la confusion entre fin et moyen. Et c'est-à-dire que, encore une fois, il y a, tu vois, justement, comme on dit, beaucoup de gens croient à chaque fois que ceux qui ont le pouvoir ou ceux qui ont le fric sont corrompus parce qu'ils ont, en gros. En gros, il est comme ça ou il est devenu comme ça parce que voilà, il est devenu riche, etc. Alors que, encore une fois, non. Le pouvoir ou la puissance et l'argent, ce sont des moyens. Ce sont donc des moyens qui expriment tes fins. Donc, si toi, ta finalité... C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, tu peux être très pauvre toute ta vie et avoir comme finalité de dominer les autres. Mais tu le feras jamais. Parce que tu n'auras jamais les moyens de le faire. Mais si un jour... Tu vois, mais tu vois, c'est ça la fin et les moyens. Donc, c'est pour ça que... Comme pour la pédophilie, c'est pas parce que tu es prête que... Oui, voilà. Tu avais déjà cette... je m'attendais pas à ce parallèle, mais j'étais pas prêt. Mais parce que tu rebondissais là-dessus sur le dernier épisode, c'est ça, la fin, les moyens. C'est-à-dire que... Et c'est pareil, justement, comme on parlait même au niveau d'actualité, les dictateurs... quand tu vois dans un pays un dictateur, il n'y en a pas qu'un seul dans le pays, mais il n'y en a qu'un seul qui gouverne. Et parce que c'est quoi un dictateur? En fin de compte, c'est un individu qui appuie sa domination, qui utilise sa domination sur les autres. C'est donc quelqu'un qui veut dominer les gens, tout simplement, pour faire vite et simple, d'accord? Il n'y en a pas qu'un seul, il y en a en réalité des milliers, voire des millions peut-être dans le pays. Et même généralement, s'il y en a un qui arrive à ce pouvoir-là, c'est qu'il y en a plein d'autres derrière. Mais en fait, par exemple, dans le régime de Kadhafi, pendant 42 ans, tous les autres potentiels dictateurs n'ont pas pu être dictateurs. Donc, ils ont vécu toute leur vie en ayant envie de le faire. Et donc, généralement, ces gens-là, comme ils ont envie de le faire, ils participent beaucoup au système de celui qui le fait. C'est la même chose pour la thune. En gros, il y en a un qui est fortuné, mais il y en a plein d'autres qui auraient voulu être fortunés. Mais encore une fois, tu voulais être fortuné, pourquoi? Donc, celui qui est fortuné, il va l'utiliser pour ses fins à lui. Donc, soit il fait du bien. Je fais binaire, mais c'est exprès. Soit il fait des dingueries dégueulasses. Mais dans ce cas-là, tu verras qu'il y en a d'autres aussi qui veulent le faire, mais ils n'en ont pas les moyens. Voilà, c'est d'où la question philosophique. Mais il était très bien. Bravo, bravo, j'ai saigné la dernière émission. Merci Preach. C'était très très bien la dernière émission. Je dis pas ça parce que j'en faisais partie, mais vraiment, j'ai kiffé parce que je m'attendais pas à cet angle, tu vois, sur Los Angeles, etc. Et sur non, mais c'est important. Oui, c'était le dernier épisode. Tout à fait. Je suis en train de me dire, attends, c'est celui de la semaine d'avant. Non, on avait fait décaler là. Ouais, c'est ça. Selma qui nous dit bravo à vous, votre travail est merveilleux, j'espère que les gens vont ouvrir les yeux car moi aussi j'ai exactement le même discours que toi sur l'école et personne ne comprend, d'autant plus que l'histoire est embellie, on nous ment sur l'esclavage, les colonies, etc. Merci encore, l'école malheureusement c'est une garderie pour les masses. Et j'ai vu quelqu'un qui a partagé un extrait de CKR sur Snapchat et qui m'a tagué exactement ce passage-là où tu parles du fait que, des écoles privées, etc. Et j'ai vu que ça. En fait, le gars, il a partagé ça dans une suite de stories où il expliquait comment, en fait, il avait mis un article sur, je sais plus, encore une énième réforme sur l'éducation, un truc comme ça. Et puis, en fait, il disait, ce qu'en fait, il nous pousse à ça. Et parler du système privé, du fait que quand tu disais, mais vous vous rendez pas compte de l'argent que ça génère, une école privée et tout ça. Donc, c'est super intéressant. Je vous invite à regarder si vous l'avez pas fait. C'est dans le dernier épisode. Parce que j'avoue, ça fait froid dans le dos parce que tu dis, oui, en fait, ils veulent pas du tout que l'éducation. T'es bien passé pour le savoir. On n'a pas envie que l'éducation soit au top. On a juste envie de garder certaines places et le reste, déliquescence. Et bien aller dans le privé, c'est pas mal, vous verrez. Juste profite parce que juste pour répondre à une question parce que je pense que c'est le même compte Selma qui a fait ce commentaire-là. Elle a fait aussi un commentaire sur YouTube parce que je l'ai vu, qui pose une question. Donc normalement, elle va comprendre ce que je vais dire. Donc à la première question, oui. Et à la deuxième question, non, ce n'est pas vrai. Il ne peut pas exister une interdiction à la résistance à l'oppression. Voilà, elle comprendra. Oh, teasing de ouf.
Mohamed Nabil Rima qui dit dommage que Dr H ne fasse pas de petites chroniques incluant de la spiritualité car il a l'air d'être quelqu'un de très spirituel, mais ça se noie dans son approche de sociologue. Ah bah, chaque chose en son temps. Mais si vous voulez qu'on développe ce sujet-là, on peut aussi faire des masterclass sur le sujet. Il n'y a pas de souci. On commence la première, ce sera mardi 28. Et j'espère qu'il y en aura plein d'autres. Hein. En tout cas, nous, avec Gaël, on sera là. On sera dans le public, on viendra te soutenir. Trop bien. Eddie qui dit ils sont riches et ne sont pas menacés par des bombes comme à Gaza. Ils survivront. Ils ont voté Trump et Musk et milliardaires, non? Donc tout va bien pour eux. Actu suivante. Ah oui, ça c'est pour un rebond à Los Angeles. Friconomy qui dit podcast aussi iconoclaste qu'agréable. Faites participer Gaël. Un troisième larron dynamiserait le format sans compter l'atout charme. C'est le truc. On n'est pas dans la télé des années 50. Psartek, Kevin Beautrouple avec le doc. Lol, sinon, question, tu joues du piano et tu t'intéresses toujours au rap? Je suis tombé amoureux de la guitare il y a 20 ans et j'étais un grand fan de rap depuis, je peux plus. Ok. Eh ben écoutez, en tout cas, merci beaucoup, ça fait plaisir. Effectivement, c'est vrai que c'est une émission où tout le monde participe en plus. Hein, en vrai, tu vois, Mani, parfois, il a envie de montrer son FIA qui se met devant la caméra. Et quand Gaëlle a des choses à ajouter, c'est vrai qu'elle l'ajoute. On a un troisième micro en plus, si jamais. Mais effectivement, on est en famille, quoi. Donc en fait, pour nous, on a vraiment l'impression que tout le monde participe. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Ouais, c'est trop cool. Merci pour Gaëlle. Parce que, et d'ailleurs, si vous voulez l'entendre sur un long cours, c'est les dimanches, hein, sur Twitch aussi. Quoi d'autre, voilà. Là, c'est l'émission de Gaël et moi. Et vous pourrez l'entendre aussi où on parle de plein de choses en rapport avec la culture. Il y a Dénonciation qui dit, tu sais Kevin, la phrase qui t'a laissé perplexe comme moi d'ailleurs, il y a de cela environ 3 semaines et que j'ai dénoncé le jour même, je cite Macron, heureusement que l'ingratitude n'est pas transmissible à l'homme. Il a fallu l'intervention du capitaine Traoré sur cette phrase pour que les gens soient enfin choqués par cette phrase, qui dit tout simplement que les Africains sont des animaux. Alors on était revenus dessus, on avait expliqué que c'était une phrase de... Ah merde, j'ai plus le nom du... Enfin, à la base c'était les chiens, c'était la reconnaissance est une maladie des chiens non transmissible à l'homme, je crois que c'était ça. Elle est plutôt nulle à la base, cette phrase, je trouve, mais bon, après, on peut avoir des opinions sur les phrases. Hein. Après, bah, tu vois, c'est pour montrer à quel point, effectivement, un chien ne te trompera jamais. Mais oui, je vois un peu ce que tu veux dire. Mais en tout cas, elle a été mal réutilisée par Macron. Ça, par contre... ça, c'est une prouesse. Une prouesse technique incroyable. Et Adil qui dit « J'espère qu'un jour, les journalistes français paieront en justice pour le génocide contre le peuple palestinien. » Bah alors ça, c'est notre grand combat. On espère à fond. Donc, on va passer tout de suite à la petite news HMD. La petite news Hamdoulillah, celle qui fait plaisir. Ça concerne la jante féminine. En fait, l'endométriose va être... Alors, la jante féminine en Australie. Le gouvernement australien... Oui, c'était trop beau. C'est important de le préciser. Ouais, voilà. Là. Le gouvernement australien a débloqué plus de 5 millions d'euros pour financer des recherches sur l'endométriose. Des médecins de l'université de Canberra mènent actuellement une étude sur cette maladie qui affecte au moins une femme sur 10. C'est énorme, hein, une femme sur 10. Et c'est Radio France qui on pense que c'est sous-évalué, évidemment, parce que précisément, il y a très peu, encore actuellement, de recherches sur le sujet. Parce que déjà, de manière générale, et ça, justement, des amis médecins me l'ont dit, dont certains qui ont travaillé sur les questions justement de gynécologie et obstétrique, entre autres, ils ont constaté en fait que globalement, il y a trop peu de recherches sur les questions féminines, comme on dit, donc liées justement à l'utérus, etc., aux ovaires, en fait, vraiment tout ce qui est vraiment féminin. Et alors que tout ce qui va être les recherches sur les organes masculins, d'un coup, il y en a vraiment beaucoup plus, c'est beaucoup plus représenté. Et donc, en gros, il y a vraiment toujours cette problématique de discrimination genrée dans le traitement en fait, scientifique. C'est un truc de ouf. Hein. Mais c'est dommage que ce soit qu'en Australie. Bon, après, de toute façon, ce qui sera bon et trouvé là-bas nous viendra aussi... Mais bon, ça serait quand même bien de se bouger sur ce sujet quand même. Ouais, Mimomas qui dit et voilà la HMD mais pas trop. Ouais, franchement, c'est ouais. Là c'est une news OMG. Oh my god. Alors là c'est autre chose. Là. C'est un nouveau type de news. C'est celle où quand tu les lis, tu es là genre what the fuck. Je sais pas si tu avais entendu cette histoire d'une petite Amandine 13 ans. Non. Qui fait 1m55 et qui pesait à ce moment-là 28 kilos. Et qui est morte de faim en 2020. Pardon, attends, tu répètes 1m55, 28 kilos, ouais. Mais enfin, c'est... Elle est morte de faim à quel âge ? 13 ans.
Ok. Et en fait, sa mère, Sandrine Pissarra, elle était jugée à partir du début de semaine, je crois, pour des violences et des punitions inhumaines parce qu'elle l'a foutu dans un KGB avec surveillance de caméra, etc. J'ai pas compris le délire. Et elle l'a battue, elle ne la nourrissait pas, etc. Mhm. Ça avait été déjà quelques années auparavant. Alors, elle voyait plus son père, la petite Sandrine, donc la petite Amandine, pardon, donc elle l'avait de temps en temps au téléphone. Ils avaient signalé 3 fois, ils avaient fait 3 saisines, c'est ça ce qu'on dit, auprès du juge pour signaler une maltraitance. Et 3 fois, ça a été jugé non recevable. Non, Ah non, non. bon? Ouais. Ça, c'est étonnant. J'ai regardé, Ouais. c'était un récap qu'ils avaient fait sur, je crois que c'était BFM ou c'était M6. Mhm. Et C'était où? alors en France, mais où en France? Je vais regarder. Parce que là, franchement, ça m'a choqué, moi, cette histoire. Hop. Amandine, Oui, mais je Sandrine. pense que c'était le but. Ah oui, et c'est ça, ouais, Gaël a raison. Les voisins ont entendu une fois la gamine hurler et sa mère lui parler de façon menaçante. Et c'est un enregistrement qui date de 2019. Et c'est cet enregistrement qu'ils ont mis pendant le procès pour mettre la mère face à ses... Parce que sa mère, pour l'instant, elle niait. Elle disait, j'ai jamais rien fait. Donc sa fille est morte de faim. Arrêt cardiaque, machin, ils sont partis. Alors là, c'est un truc un peu horrible. Ils sont partis. J'ai continué la lecture de. Donc en gros, donc elle a longuement souffert des coups, souvent nus, avec seulement des claquettes aux pieds, enfermée dans un débarras jusqu'à avoir des escarres. Et le compagnon de la mère est jugé également, affirmant s'être rendu coupable d'un aveuglement à cause de la personnalité de Sandrine. Ils sont même pas Sandrine, la maman. Ils sont même partis en vacances 1 mois après la mort d'Amandine. Le père était mis à l'écart et pensait que la petite était en vacances. La mère encourt la perpétuité et affirme qu'elle aimait sa fille tout en niant les violences. Et il y a 2 jours, la mère d'Amandine avoue avoir fait souffrir sa fille parce qu'elle ressemblait à son père. Elle a dit « je suis une mère monstrueuse ». Et dans le rapport, bon, elle est qualifiée de violente, manipulatrice et menteuse. Mais c'est ouf comment les services sociaux n'ont rien fait. C'est dans l'Hérault. Dans l'Hérault, voilà. Ok. Pourquoi ? Parce que c'est en fait la réactivité et la question du traitement de ce genre de C'est aujourd'hui problématique. qu'il a attendu le verdict. Ah ouais. Si ce n'est qu'il n'est pas déjà. Au moment où on parle, parce qu'on est le 24 janvier, il a peut-être été rendu. Ouais, la réactivité et le type de traitement de ce genre de signalement ou de ce genre de situation sont étroitement liés au département. C'est le département en fait qui s'occupe de ça. C'est la protection de l'enfance. Hein, tu vois, la protection de l'enfance, c'est départemental. Et même au niveau, judiciaire, hein, c'est la cour, du département en général qui s'occupe de ça. Et c'est une histoire terrible. Par contre, c'est toujours la même chose, mais là, je suis un peu obligé de reprendre mes habits donc je quitte mes habits de parents pour prendre des habits de sociologue. C'est il y a un danger de comment dirais-je, de surdramatiser, ce qui est déjà très dramatique, une anecdote en fait qui s'inscrit dans un cadre beaucoup plus complexe que ça. Il s'agit donc évidemment pas de trouver des excuses, mais c'est toujours commode. En fait, tu vois, les usages, c'est ce qu'on appelle les usages des faits divers. Tu sais, les faits divers sont choisis. Ouais. Parce qu'il y en a plein, en fait. Hein. Mais c'est pas Bourdieu qui disait qu'on choisit les faits divers, ils sont faits pour faire diversion. Ouais. Entre autres, ouais. Une phrase et comme ça, c'est la version douce. La version méchante, c'est que c'est même manipulatoire. Par exemple, tu sais que pendant longtemps, il y avait un terme dans le code pénal qui était spécifiquement adressé aux femmes. C'est-à-dire, on parlait d'empoisonneuses. On disait même pas les empoisonneurs, on disait les empoisonneuses. Ah ouais ? Ouais. Tu vois, en gros, pour montrer que c'est vraiment qu'il y a que les femmes qui font ça. Tu vois, c'est comme une secrétaire. Oui, voilà, dans les usages. Exactement. Bah là, c'est à peu près la même chose. C'est que là, on veut un peu montrer ce côté de regarder toute la monstruosité d'une femme, etc. Alors, c'est pas pour nier les faits, c'est exact. Sauf que en réalité, il y a plusieurs drames dans le drame. Déjà, la pauvre fille, franchement, c'est abominable. Mais la faillite des institutions. Ouais, entre autres. C'est pour ça que c'était surprenant quand tu me l'as dit ça, et je te demandais même le département, parce que de l'autre côté, tu trouves des surréactions opposées. C'est-à-dire dans d'autres départements, tu as des protections de l'enfance qui s'activent pour rien.
Quand je dis pour rien, vous comprenez en fait. C'est-à-dire pour que bien moins que ça. oui, voilà, pour vraiment bien moins que ça. Parfois pour des vrais conflits. En fait, c'est des conflits. Donc des conflits entre les parents qui divorcent, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent les services sociaux comme instrument de guerre, tu vois. Ah bah oui, c'est vrai, arme, tu vois, on l'entend ça. Et du coup, ça surréagit, tu vois, avec des placements, machin. C'est ça qui me choque, en fait. Ce qui me choque, c'est que parce que j'ai vu quelques documentations, quelques textes là-dessus, il y a un nombre assez important de gens placés, de gamins placés. Et moi, ce qui me choque, c'est rien pour elle. C'est-à-dire qu'il y a même, on sent on dirait qu'il n'y a même pas le début d'un commencement, voilà, surveillons un petit peu son poids, par exemple. Je sais pas, juste commençons par un petit truc basique. Et même au niveau de, tu m'as dit, elle avait 13 ans. Ouais, donc elle va à l'école normalement. Bah ouais, elle est à l'école. Et alors attends, ils disent, ouais voilà c'est ça, les débats. Là je suis sur Radio France. Ouais. Les débats devraient également aborder les négligences des services de la protection de l'enfant qui ont ignoré plusieurs signalements et la justice qui à 3 reprises n'a pas donné suite aux ordonnances de placement sollicitées. Oui, ouais, ça c'est curieux. Ça. Ouais, parce que encore une fois, normalement pour moi le juge il doit venir au procès. Hein. Bah ouais, là pour le coup, franchement, en tout cas il devrait y avoir une commission sérieuse par rapport à ça parce que c'est encore une fois, j'ai vraiment entendu des placements pour bien moins que ça. Hein. Quand je dis bien moins que ça, mais bien moins que ça, vraiment. Ouais. C'est assez surprenant, ouais. Mais encore une fois, c'est pour ça aussi que je t'ai demandé le département. Parce qu'encore une fois, c'est que beaucoup ne sont pas encore assez sensibilisés sur le fait qu'il y ait une désaffection structurelle. Parce qu'encore une fois, et c'est pas pour que je trouve des excuses, hein, c'est qu'il faut qu'on comprenne le phénomène. Bah, à un moment donné, si t'as, je sais pas quoi, t'as 500 000 dossiers et qu'il y a que 2 personnes qui s'en chargent, faut pas s'attendre à des miracles. Hein. Et c'est ça aussi. Il faut impérativement que ce drame immense, qui doit nous secouer à juste titre, mais ne laisse pas en fait de côté les vraies questions. C'est-à-dire que justement, même l'école, moi je comprends pas. Mais oui, l'école aussi, ouais. Parce qu'ils ont un rôle là-dessus, c'est connu. Hein. Des fois, ils le surjouent ce rôle. Hein. De rentrer dans ce que font les familles, voilà, exactement. Mais là, quand même... Mais tu vois, t'as Cécile qui dit « Il y a énormément d'ordonnances de placement qui ne peuvent pas être mises en œuvre car pas de place en foyer. Bon nombre d'enfants déclarés en danger dans leur famille, ils sont toujours alors que l'ordonnance a été rendue. » Où ça arrive parfois que le placement dure un temps, puis après tu es renvoyé chez ton bourreau. Mais là, je veux dire, surtout le problème, c'est que ça n'a même pas commencé, en fait. Parce que d'autant plus que normalement là, j'ai envie de dire, on ne parle pas de placement, en fait. Hein. Là, on parle de mise en détention de la maman. Hein. Il y a un truc parce qu'il y a quelque chose qui va, je veux dire, il n'y a pas quelque chose, on l'a vu, là, elle est morte. Donc, là, on parle littéralement de maltraitance, parce que le placement, tu as vu, en gros, le placement, ça peut démarrer, pour faire vite, hein, ça démarre dès qu'on considère, donc c'est des textes, hein, dès qu'on considère qu'il y a une faillite éducative. Ce qui veut dire, entre guillemets, on est encore loin du pénal. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça que c'est d'ailleurs un peu flou, parce que même les acteurs eux-mêmes ne savent pas forcément sur quels critères on joue, etc. Des fois, ils sont définis par les intervenants eux-mêmes, donc ça peut parfois être pas arbitraire, mais pas loin quand même. Mais là, on est sur du pénal, là, quand même. Ouais, non, c'est chaud. Non, c'est pénal, là, c'est pas éducatif du tout. Et ça s'est fait sur plusieurs années, en plus. C'est ça. Évidemment, parce que pour arriver à ce niveau-là, c'est que ça veut dire que tu testes, et puis tu en aiguille, C'est terrible. Et puis, évidemment, par contre, là, voilà, comme je dis, je dois le dire en tant que sociologue, c'est que, évidemment qu'elle doit avoir un problème psychiatrique. Oui, ça c'est une évidence. C'est certain. Hein. Il y a Andrea qui t'interpelle en disant « Docteur H, il faut aussi en finir avec... mes voisins, etc., qui se mettent des œillères et qui savent et qui ne dénoncent pas ou qui ne font rien. » Et c'est le cas, justement, Gaël le disait, des voisins qui ont enregistré l'échange qu'il y a eu en note vocale. Enfin, tu vois, parce qu'ils entendaient ces cris, et puis la mère qui parlait de façon très impassible, etc. Et en fait, c'est la fille. C'est la fille, en fait, qui a enregistré ça, je crois. En fait, c'est la fille qui a enregistré ça et qui a fait écouter à sa mère. En disant, regarde ce qui se passe, les voisins. Je crois que c'est la petite Amandine, machin. Et la mère, elle a dit, j'avoue, j'ai rien fait parce que je savais pas vers qui me tourner, quoi. Ouais. Mais après, tu préfères te dire, attends, c'est pas nos problèmes, tu veux pas délicat. te mêler, voilà. Après, c'est culturel, hein. C'est une question culturelle. Il y a une question culturelle, une question psychologique en psychologie sociale, et puis il y a une question un peu légale. Culturelle parce qu'on a un rapport, en fait, au voisinage en France, globalement, hein, qui est assez compartimenté. C'est-à-dire que, par exemple, on n'est pas du tout à l'américaine là-dessus.
C'est-à-dire En fait, on Les a. Américains, ils sont bons. En gros, ils essayent, en tout cas, dans certains environnements, évidemment, selon les classes sociales, évidemment, de créer une sorte de proximité quasiment amicale, en fait, avec le voisinage. Alors oui, on vient avec un panier de tu vois, voilà, cookies ça pour a l'air- te ça a l'air dire ça a l'air bienvenue, folklore, mais c'est machin. vraiment ça. Je fais un exemple, hein, je dis américain parce que vous regardez des séries. Oui, Brivant mais- de Camp, tout ça, Ouais, tout ça, ouais, ça. Exactement. Mais parce que c'est réel, hein, c'est vraiment des mœurs sociologiques, etc. Alors que non, nous, en France, on a un rapport un peu plus. Non, c'est que. En fait, chacun c'est chez ouais, soi, parce que machin. c'est nos amis. En fait, nos amis sont pratiquement tous sauf nos voisins, en fait. Ouais. Même si ça arrive. Hein. Non, ça arrive. Ça arrive. Mais c'est vrai que ça, c'est un truc très français aussi, c'est qu'on n'est pas friendly dans le sens, les Américains, tu peux très vite parler avec eux, Exactement. mais ça veut pas dire pour autant que tu seras leur pote. Tout à fait. Alors qu'à l'inverse, le français, il fait pas semblant, donc il peut être même parfois très froid. Exactement. Mais par contre, Tant que c'est pas ton pote. Voilà. Mais une fois que c'est ton pote, Voilà. c'est vraiment ton pote. Ouais, c'est Voilà. 2-3 discussions, ça y est. Ouais, comme on dit. et ça fait pas semblant, c'est pas un masque social. Oui, voilà. Parce qu'en fait, aux États-Unis, ils ont beaucoup Ça, de trucs de c'est masque de l'anthropologie, ça. Ça, c'est de l'anthropologie Ouais. de base. Tu vois, en Asie, c'est pareil. Il y a d'autres mœurs, d'autres normes. En Afrique, pareil, c'est différent. Donc, parce que, pareil, voilà, l'élément culturel joue vraiment beaucoup hein, sur comment. Tu sais, même au niveau de ta culture d'origine, comment tu réagis par rapport à ça. Certains vont considérer qu'il ne faut pas laisser faire, donc ils vont intervenir. Ils vont tout faire. Certains vont intervenir directement auprès de la famille concernés, d'autres vont... Parce que ça aussi, il n'y a pas une seule manière d'intervenir, tu vois. D'autres vont aller voir la police, etc. Après, c'est toujours ça, c'est que, encore une fois, il faut se méfier aussi de l'arbre qui cache la forêt, dans le sens où nous, on voit ça, alors que parfois, vous allez voir l'inverse, c'est-à-dire des voisins qui vont abusivement alerter, abusivement, ça existe, hein, ça aussi, parce que c'est aussi des rancœurs... de voisinage, etc. Mais moi, perso, je suis davantage choqué par le dysfonctionnement évident de la justice sur ce point, mais en réalité, surtout de l'école. Parce que là, par contre, enfin, je le sais, et les collègues profs le savent, qui travaillent en établissement scolaire le savent, c'est une prérogative de l'école, hein, de s'assurer de la bonne santé, même morale de l'enfant qui vient scolariser. Vraiment, il y a un questionnaire, enfin, il y a un suivi, c'est officiel, c'est même pas un truc de éventuellement à la bonne volonté d'un prof. Non, c'est important ça. Hein. Il y a même on convoque les parents et tout. De la mission, ah oui, par exemple, quand tu vois par exemple un enfant qui fait des malaises, parce que c'est certain qu'elle a dû faire des malaises, c'est certain, oui. C'est biologique là. Hein. Donc, quand on voit qu'elle fait des malaises, on commence à poser des questions. On dit mais tu es sûr que tu manges bien, etc. Enfin voilà. Sachant qu'il y a quelqu'un qui disait que c'était quelqu'un qui habituellement mangeait pour 10 quasiment. C'est quelqu'un qui avait vraiment beaucoup d'appétit. L'histoire est terrible. Mais j'avoue que ça souligne quand même une forme d'abandon. Il y a une forme d'abandon de la société vis-à-vis d'elle, Amandine, qui est d'une immense tristesse. Et ça, c'est il faut le prendre comme une faute collective. Moi, j'aime bien la notion de responsabilité collective. C'est une catégorie juridique qui était assez connue dans les mondes d'islam, qui disait que parce que tu as une responsabilité individuelle et une responsabilité collective. Une responsabilité individuelle, tout le monde doit le faire. Par exemple, je dis n'importe quoi, t'assurer tes poubelles, tu dois le faire. Chacun doit le faire, tu vois, responsabilité individuelle. Et il existe des responsabilités collectives. Par exemple, une des connues dans justement le monde musulman, c'est d'assister aux funérailles de quelqu'un. C'est considéré comme une responsabilité, une obligation collective. Ah, ok, je vois. En gros, c'est quoi la nature d'une responsabilité collective ? C'est que si quelques-uns y vont, c'est bon. Si quelques-uns s'en est assuré, c'est bon. Et si personne ne le fait, tout le monde est coupable. Ah oui, voilà. Tu vois ? Oui, donc pareil dans la rue, s'il y a une agression et qu'il y en a qui interviennent, c'est bon. Voilà. Et si personne n'intervient, tout le monde est... Exactement. Ouais, et quand tu as cette culture, vraiment, cette culture morale, hein, parce que c'est de la morale, hein, d'éthique, et quand tu as cette culture morale, ça pousse une forme d'exigence qui conduit les gens à être attentifs au bien des autres et au bien général. Tu vois ? Et là, en fait, c'est exactement c'est un des problèmes que souligne et soulève cette histoire. Bah, écoute, il y a une faillite collective. Ouais, une faillite collective, totalement. Bah, on va conclure là-dessus, c'est bien. Merci d'avoir assisté. Non, je rigole. Non, c'est un truc de ouf pour cette news OMG, cette nouvelle catégorie. D'ailleurs, là, je vois dans le chat que Monamen dit « J'ai hébergé... » Alors, j'ai pas compris ton histoire, si tu peux réexpliquer. « J'ai hébergé le pote d'un pote quelques jours, puis un matin, il s'est levé tôt et allait mettre 9 coups de couteau à sa mère. » Hein ? T'as hébergé le pote d'un pote quelques jours, puis un matin, d'accord, donc tu le connaissais pas,
C'est un pote de pote. Et il s'est levé tôt un jour et il allait mettre 9 couteaux à sa mère. Ah, d'accord. Donc c'est bien ça. Et j'ai failli finir en Jawad. Bah ouais, je comprends. Tu m'étonnes, ouais. C'est pour dire qu'on connaît jamais assez les gens. Ouais, bah oui. Voilà, c'est le cas de le dire, ouais. Bah force à toi, ouais. Force à toi parce que j'avoue, putain. On passe au mezze, les petites news à picorer. Je vous garde la master news pour la fin. Je vais d'abord... la news OMG, c'est un no comment qu'on commente. Bien vu. Hey, il y a des snipers. Là. Il y a des snipers, là. Ouais. C'était il y a 30 ans. Ah, putain. C'est ouf. Ça aurait pu être toi, surtout. Ouais, c'est ça. C'est flippant. Oui, c'est ça, en fait, à un moment donné, oui. Je vais vous garder la master news pour après. Là, d'abord, j'attaque les petites news. La master news, c'est le salut romain d'Elon Musk. Hein. Mon cœur va vers vous. Parce qu'on assiste à une faillite, là aussi, mais de l'espace médiatique français, qui a décidé de jouer les Ray Charles. On va revenir là-dessus. Alors, pour celles et ceux qui sont en mode crypto, le cofondateur de Ledger, David Ballan, c'est un gars... Ledger, c'est une espèce de clé USB ultra sécurisée où tu peux mettre ta crypto dessus, tu vois, pour éviter qu'elle soit que sur des plateformes. Parce que si demain la plateforme crash... Bon, t'as beau dire, j'ai 600 millions, un truc, ouais, mais tu l'as dans l'os. Donc là, tu mets tout sur la clé. Et ben, c'est un Français qui a fait ça, c'est des Français. Et le cofondateur a été enlevé et séquestré par des ravisseurs qui lui avaient coupé un doigt et qui exigeaient une rançon de 10 millions d'euros en bitcoin. Et il a été secouru par le GIGN hier et les ravisseurs ont été arrêtés. C'est M6 qui nous raconte ça. Le coupage de doigts, wesh. Non, mais c'est Far West. Je pensais que c'était que aux States, moi. En plus, vraiment, Ledger, pour le coup, ils sont à un endroit en France. Je sais pas si Mourad dans le chat est là, mais attends, Ledger, je crois que leur siège, il est dans une ville. Dans le 3e arrondissement de Paris, mais je crois que les faux notaires de base, ils viennent d'un endroit qui n'a rien à voir. Et bref, bon, c'est chaud. Il y a eu des réactions Crypto Future qui disent 10 millions, mais dans quel monde les braqueurs se disent qu'il a 10 millions à disposition? Bah, ils sont pas cons. Même 1 million, tu peux pas les sortir comme ça. Mais non, mais... Oui, c'est ça que je me dis. Pourquoi ils ont demandé en bitcoin, en fait? Ah, parce que après, tu peux pas tracer... comment dire? Tu peux pas saisir... Tu peux pas le faire sur un... Sauf si tu as un compte à l'étranger, machin, qui est dans un truc offshore et tout. Mais sinon, là, c'est cramé. Si demain, tu demandes 10 millions, si c'est pas en espèces, parce que la personne a 10 millions en espèces, a priori... Non, et ben, compliqué. Enfin, à part quelques maires de certaines villes françaises. Ouais. On a trouvé comme des lingots d'or chez le maire de Puteaux, quand même, hein, ou la mère de Puteaux d'ailleurs. Qui était des lingots d'or, s'il te plaît. Putain, j'avoue. C'est sympa. Mais en bitcoin, c'est une transaction via une plateforme. Exact. Donc, donc là, 10 millions en crypto, tu fais une transaction. Voilà, donc c'est pour ça qu'il aurait pu les sortir rapidement, mais je sais pas comment ça s'est passé, mais coupage de doigts et tout, merde. Bref. Oui, parce que j'ai envie de dire, ce qu'on retient, c'est que c'est intéressant, parce que j'ai pas les détails de l'affaire, mais si le GIGN a pu intervenir, parce que, bon, entre parenthèses, je suis relativement sceptique que le GIGN puisse intervenir à chaque fois que quelqu'un se fait enlever et séquestrer pour un braquage. Hein, donc, mais bon, même s'ils interviennent quand même au maximum quand on les appelle. Mais en tout cas... c'est à Vierzon, ils sont près de Vierzon dans le Cher. Voilà, c'est ça. Vierzon, mais Vierzon, c'est limitrophe de l'Île-de-France. De fil de Méro. Qui est une bonne stratégie, d'ailleurs, pour être pas loin de Paris, mais pas tout à fait dans l'Île-de-France. C'est dans le Cher, ouais. Mais leur libération a été permise grâce à un important dispositif de gendarmerie auquel le GIGN a pris part. Les auteurs réclamaient une importante rançon. 10 suspects ont été interpellés. Ah oui, quand même. Une information judiciaire est ouverte, notamment pour l'enlèvement et séquestration en bande organisée. Personne ne peut les canaliser. Ça, c'est le Ocean's 12 que vous n'avez pas, en fait. Ouf. Accompagné d'actes de torture ou de barbarie et extorsion avec un... En fait, ça a commencé le matin du 21 janvier. Le cofondateur de l'entreprise Ledger est alors kidnappé à son domicile dans le Cher. Sa femme aussi est enlevée par les ravisseurs. Il est emmené à Châteauroux, dans l'Indre, à bord d'une voiture, tandis que sa compagne est séquestrée dans plusieurs lieux. Alors qu'un déploiement de gendarmes est observé près de Vierzon, des rumeurs sur les réseaux sociaux qui font d'abord état d'enlèvement d'Éric Larchevêque, l'autre cofondateur, connu pour sa participation à l'émission Qui veut être mon associé sur M6, rapporte Sibérie. Comment ils ont pu savoir? Je sais pas, c'est bizarre quand même. C'est lui qui donne l'alerte après qu'il ait reçu une vidéo d'un doigt mutilé de David Ballan. Ah oui. Et une vidéo de rançon.
Ah, d'accord, oui, ok. C'est Ouais. c'est l'associé. Mais c'est-à-dire que soit les ravisseurs n'ont pas été convaincants en disant ne prévenez personne, ni la police, ni les médias, soit Ouais. ils l'ont oublié de le faire parce que c'est Ouais, des c'est ça. génies. Ils ont pas dit. Ils ont pas oublié les mentions légales de Il faut regarder des films de braquage un petit du peu kidnapping, ouais. avant de commencer. Je sais pas, ou un tuto, je sais pas. Bah ouais. Et mais en vrai, cette menace de si vous prévenez la police, on le tue, etc. Bon, évidemment, c'est du chantage. Mais honnêtement, c'est pas dans leur intérêt de tuer la personne. Bah non. Parce que d'un coup, t'es plus poursuivi pour kidnapping, mais pour meurtre, pour homicide. Déjà, et volontaire. puis tu obtiens rien en fait. Et t'obtiendras rien. Donc en fait. Après un homicide. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est ça, c'est la question que je me pose, c'est qu'en fait, ils n'ont visiblement pas été très convaincants. vu que ça a mal tourné. Non, mais je sais pas comment. Mais c'est des gens qui. C'est des gens. Je sais pas, mais. Enfin, faut savoir l'adresse et tout ça. Faut ouais, avoir non, ces infos. C'est pas si loin que ça, je veux dire, en gros, du cercle de connaissances même. Apparemment, âgés de 20 à 40 ans, ces 9 hommes et une femme étaient connus de la justice pour des faits de droit commun. Droit commun, c'est quoi? Droit commun, c'est vraiment. Ouais, ça peut être du vol. Non, même des petits délits. Hein, des petits délits. Des petits délits. Hein. Mais pas pour des liens avec la criminalité organisée. Oui, voilà. Oui, c'est pas. Oui. Bah, non, mais c'est évident parce que ça se passerait pas comme ça. Hein. Interrogée sur l'éventualité d'un commanditaire encore non identifié, la représentante du ministère public a simplement répondu que les investigations se poursuivaient pour identifier tous les acteurs. Oui, à mon avis, il doit y avoir quelqu'un. Parce que faut connaître. Bah oui, c'est ça. Machin, on va prendre en crypto parce que si ça. Quelle adresse, machin, faut aller dans tel endroit et tout. Ouais. Après, les adresses, je suis pas choqué parce que, en vérité, aujourd'hui, avec. Mais ils ont vraiment coupé son doigt ? Bonne question. Oui, elle est bizarre ma question, je le sais. Ouais, non, bonne question. Elle peut sembler louche, en fait, mais... sa compagne qui restait introuvable a été retrouvée à Étampes finalement, putain, à plus de 150 km du domicile ouais. grâce à l'exploitation des téléphones et des pistes récoltées lors des premières auditions. Le GIGN l'a retrouvée ligotée dans le coffre d'un véhicule dans cette commune située au sud de Paris. Ouais, ils ont regardé trop de films. Hein. Ah ouais, ils ont fait. Mais pas les bons. C'est ça en fait. Le petit rire. Pas les bons. Fallait m'appeler. Non mais non, parce que j'avoue il y a plein de trucs qui m'intriguent mais qui ont l'air complètement hors sujet. Mais ils ont vraiment coupé son doigt au gars ? Bah je pense. Hein, Parce que c'est coûteux de faire ça. Il suffit d'envoyer le doigt de quelqu'un d'autre entre guillemets je sais pas. Non, en plus c'était une vidéo. Mais sauf s'ils l'ont montré la vidéo. Ah bah ouais effectivement. Ont-ils coupé le doigt de... Rançon le doigt coupé, spectaculaire enlèvement. Ouais, mais. Ouais, c'est spectaculaire, mais il faut dire aussi spectaculaire arrestation, quoi, parce que. Ouais, là. C'est pas des génies, hein. Mais bon, ouais. Ouais, affaire à suivre. C'est fou. Ouais. Bah, écoute, ma foi. Il a de quoi se remettre un doigt, en tout cas. Ça, heureusement. Mais ouais, c'est. Écoute, on dit. Oui. Je pensais surtout à un individu déjà décédé, mais bon. Mais c'est déjà très glauque, effectivement. Bora qui dit on ne le dira jamais assez, pour vivre heureux, vivons cachés. Aux USA, il y a des gangs spécialisés dans les cambriolages et dans les séquestrations. Ouais, c'est vrai que je pensais pas qu'on en était là ici. Mais, ouais, c'est vrai. Je crois que c'est toujours le cas partout. T'as envie de dire pour vivre heureux, vivons cachés, les gars, ils étaient pas dans le 8e arrondissement de Paname, quoi. Il était à Vierzon, hein, tu vois. Donc, mais bon, écoute, ma foi, c'est pour te dire que quand il y a des gens qui veulent te retrouver, ils te retrouvent. Hein, putain, ça c'est flippant. Alors oui, tu as une info sur le sexe et le mariage. Une femme refusant des relations sexuelles avec son mari ne peut pas être considérée comme fautive lors d'un divorce, a tranché la Cour européenne des droits de l'homme, qui condamne la France. Madame Q, déclarée fautive, avait saisi la Cour. C'est pas une news qui date de 1784, hein, on est... Ouais. Mais parce que c'est encore... il me semble que c'est... là, du coup... S'ils ont condamné la France, ça veut dire que c'est parce que la France pouvait... C'est que c'est encore dans le Code civil. Parce que dans le code civil, il y a en fait ce qu'on appelle une obligation de communauté de lit. D'accord. Tu vois ? Et la communauté de lit, ça a l'air large quand on le dit comme ça, mais en fait, ça veut dire coucher ensemble. D'accord. C'est ça en fait, comme pour la communauté de biens. En gros, par exemple, il faut une disposition particulière pour officiellement se séparer de ses biens, ce qui est d'ailleurs absolument anormal. Hein, pour officiellement se séparer de ses biens de son époux ou de son épouse. Il faut vraiment faire une démarche, sauf si on l'a fait au préalable, c'est-à-dire avant le mariage, dans ce qu'on appelle un contrat de mariage. Où là, tu disposes que les biens sont séparés. Ouais. Oui, parce que sinon, tu es en communauté de tout. De biens, c'est exactement ça. De biens, de lits, je me souviens, c'est de biens, de lits et... de dettes aussi, non ?
Bah, ouais, c'est lié au bien, mais ouais, j'ai oublié. Enfin, le reste, mais en tout cas, c'est dans les articles 200 et suivants, je crois, ou 400. Je crois que c'est le suivant du Code civil. Mais ouais, c'est ouf. Hein. Mais ouais, c'est délirant. Apparemment, oui, il y a des cracks qui disent l'avocat de mon ex l'avait sorti à la juge, elle l'a jeté en l'air. Voilà. Ouais, en effet. Alors, et Cécile qui dit non, c'est communauté de vie qui est interprétée comme communauté de lit. Ah, ok, ouais, c'est ça, communauté de vie. Ok. Merci Sochaga, ça fait plaisir. Yes. Donc voilà, non, mais c'est ouf, ça, j'avoue, ça fait tellement rire. Oui, c'est pour dormir le lit, oui, à la base, oui, en effet. On est bien d'accord. C'est n'importe quoi. Alors. Ouais, voilà, 215, c'est ça. L'article 215. Je suis pas trop rouillé. Là. Ah, bah, c'est bien. Le gouverneur de la Banque de France appelle à mobiliser l'épargne privée abondante pour des investissements dans l'Union européenne. Donc, alors, attends. C'est-à-dire qu'en gros, ton épargne privée, les livrets, les machins, donc il faudrait mobiliser l'épargne privée pour permettre à l'UE d'investir. Moi, je sais pas, je sais pas, hein, mais j'ai le sentiment qu'ils le font déjà. Mais après, c'est. Bah, moi, je me souviens que j'avais reçu. Peut-être que c'est pas vrai, ils le font pas, c'est difficile, mais. Ouais. Bah, moi, j'avais reçu un message déjà de la Société Générale à l'époque qui disait qu'au-delà de 100 000 euros d'épargne, ce qui n'a jamais été mon cas, ils pouvaient piocher dans ton épargne en cas de galère, de faillite ou de banqueroute de la banque. Ils pouvaient piocher dedans pour s'en sortir, tu vois. Alors, comme encore une fois, j'avoue... J'avais demandé à ma banque et ils m'avaient dit oui, c'est ça. Mais j'avoue, je m'y connais pas. Du coup, moi, la question que je me pose, c'est existe-t-il des normes réglementaires, même des lois, qui l'interdisent? Parce que si c'est pas le cas, je vois pas du tout de quoi on parle, en fait. Parce que, évidemment qu'ils le font. Ouais. Tu vois, mais s'il y a effectivement des lois et des règles bancaires, etc., qui fixent ce que tu viens de dire, qui dit que non, les banques n'ont pas le droit de toucher nos épargnes tant que machin, mais moi, il me semblait précisément, en tout cas, il me semblait que c'était le contraire. En fait, ils vont pas les laisser dans un frigo, nos épargnes. Ouais. Et ça, c'est d'une. De deux, par rapport à cette information, de toute manière, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a des déclarations qui sont plus qu'inquiétantes, en fait, de dirigeants économiques français et européens sur le fait que il y a pas l'air d'avoir beaucoup d'argent maintenant. Et ça, c'est bizarre, ça. C'est vrai que c'est bizarre. C'est en cas de faillite de la banque, tout ce qui est au-delà de 100K sur ton compte courant, ils pourront te rembourser que 100K parce qu'il y a au-delà. Ah ouais, voilà, c'est ça. Voilà, ok. Voilà, ça y est. Ce serait plutôt ça, mais voilà, mais la question que je me pose, c'est ça, c'est est-ce qu'il y a une disposition réglementaire qui leur interdise, qui interdise le fait d'utiliser nos épargnes, parce que, enfin, nos épargnes, je me sens pas inclus parce que j'ai jamais connu ça, mais non, mais de base, de toute façon, ils utilisent nos épargnes pour faire des investissements, il me semble, etc. Alors, c'est pas à proprement parler, genre, ils vont mettre la main sur ton compte et tout, parce qu'ils créent, mais c'est parce que, du coup, en fait, eux, ils peuvent créer... sur la base des épargnes. Sur la base des épargnes. Ils font un calcul, c'est ça. Et multiplier par temps en disant... Ils ont besoin de ça, exactement. En fait, tu peux faire, je sais plus, c'était fois, je sais plus combien de ton fonds propre. Ils peuvent créer jusqu'à... en gros, ce qui est écrit sur le site, là, je vous l'avais déjà dit, du gouvernement, de l'économie, c'est qu'une banque qui possède 100 euros peut en prêter 1200. Ouais, voilà, un truc comme ça. C'est le site du gouvernement, de l'économie qui dit ça. Voilà, tu vois, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais donc c'est pour ça qu'elle est un peu bizarre, l'info, quand on y pense. Bah attends, on va voir. En gros, c'est le gouverneur de la Banque de France. Mais je peux demander, je peux me renseigner là-dessus. A appelé à mobiliser l'épargne privée abondante en Europe pour financer les transitions écologiques et numériques. C'est un discours qu'il a prononcé mardi. Alors, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, au lendemain de l'investiture de Trump, a dit nous, Européens, nous tiendrons à nos valeurs et aux règles du droit. Simplement, nous devons être plus offensifs dans la façon de les défendre. Et puis, elle a dessiné un programme de changement de l'Europe, d'accélération de la croissance, de l'innovation, etc. C'est félicité le gouverneur. Il a rappelé que le sort des Européens ne dépend pas que des Américains et des Chinois. Il est temps d'actionner les leviers que nous avons en Europe pour investir. Et une ressource dont on ne parle jamais, l'épargne privée. Car l'épargne privée est abondante sur le vieux continent, a martelé le gouverneur, rappelant que chaque année, il y a 300 milliards d'euros d'épargne des Européens qui vont s'investir hors d'Europe. 300 milliards d'épargne des Européens. Et d'abord aux États-Unis. Tout le monde. Ainsi, nous ne manquons pas de capital, mais nous manquons de marché de capitaux et de façon générale d'intermédiation financière.
Donc récupérons ces 300 milliards pour faire face aux besoins d'investissement que nous avons en Europe. D'accord. Je vois pas de quel. Ah non, mais non, c'est peut-être qu'en qu'il fait. parle juste de 3 personnes qui. Oui, non, mais en fait, il vient de découvrir la véritable origine scientifique et intelligente de l'impôt, en fait. Ouais. C'est ça, en fait. Ah, il faut taxer les capitaux et pas taxer les revenus. Ouais, C'est ce truc que j'ai toujours défendu et que, en fait, ça a été mis en place il y a longtemps dans des différentes régions du monde et c'est la seule chose qui est cohérente. Ouais. On n'impose pas les gens les revenus, jamais. Or, c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui. Ouais, on impose même le chômage. Donc, Les allocations chômage, on fait un prélèvement à la source. C'est des grands malades. Dessus, c'est des grands malades. Alors que 300 milliards, c'est pas mal quand même. Hein. C'est une bonne petite somme, je trouve. On va rester d'ailleurs dans le... Enfin non, rien à voir. Dans la politique. Le Sénat a supprimé les avantages aux anciens présidents et aux anciens premiers ministres, comme la voiture personnelle avec chauffeur, les collaborateurs ou encore un secrétariat du budget 2025. La mesure doit être aussi votée par l'Assemblée nationale. Est-ce que l'Assemblée nationale va suivre? Ça, c'est la question. Parce qu'il reste encore... Parce que là, le Sénat, il s'est dit, bon... Parce qu'en fait, ils ont tous 80 piges. Ils se sont dit, de toute façon, on va canner. Allez, vas-y, on va se donner une bonne conscience. Mais est-ce que l'Assemblée... Ça aurait pu être une HMD, mais comme ça n'a pas été voté, on l'a pas mis en HMD NAFTA. Parce que ça n'a pas été voté par l'Assemblée nationale. Voilà, c'est pour ça. Et il y a Nicoléo en commentaire qui dit, on parie qu'elle sera rejetée. Le Sénat nous fait un coup de pub, tout simplement. Et ce qui serait intéressant, c'est de savoir si c'est rétroactif ou juste pour les années à venir. Ah, la rétroactivité, j'y compterais pas trop. Hein. Mais moi, j'ai plus l'impression que si jamais elle est adoptée, en toute honnêteté, pardon d'être cynique aussi jeune, mais je ne crois absolument pas en une forme de prise de conscience subite. Voilà, on rince trop les présidents et les ministres. Moi, je pense que ça surligne un truc donc, je vais vous dire il y a quelques instants. Il a l'air de plus avoir de thunes. Et c'est très bizarre, cette histoire. Il a l'air vraiment de plus avoir de thunes. Mais vraiment. Bah oui, parce que déjà, là, le déficit, comme le disait le maire, ils n'avaient pas prévu le coup, machin. Genre... Et c'est pas normal qu'ils puissent s'en sortir comme ça, d'ailleurs, parce que t'as été au budget et on voit qu'on est en déficit de ouf. Mais ouais, j'avoue. Ouais, ça commence à poser des vraies questions. Il y a, comme on dit, il y a un trou dans la poche, mais... Ah, c'est pas la mienne, ma poche, hein, mais en tout cas... il y a un truc... Non, il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Bah écoute, affaire à suivre, j'avoue. Affaire à suivre là-dessus. Je vais me renseigner un petit peu de mon côté, voir si j'ai pas des sources qui peuvent m'expliquer un peu ce qui se passe. Si c'est adopté, le budget sécurité sera augmenté à fond car non concerné. Je sais pas capté. Mais bref, on va voir. Il y a Bruno Retailleau, lui, par contre, qui commence à vraiment bien nous rappeler que c'était pas quelqu'un qui était de droite, mais d'extrême droite. Alors, je sais pas pourquoi c'est une marotte chez les politiques, c'est toujours de revenir sur les bienfaits de la colonisation. Ah, tiens. Il a dit la colonisation, c'est bien sûr des pages sombres qu'il faut dénoncer, nous l'avons fait, c'est bon. Ok, merci. Il y a eu aussi, je le dis, des apports et des liens qui se sont créés. Ah bah oui, des liens de subordination, des liens d'exploitation, alors, tous les liens, des liens autour des mains. Mais c'est marrant parce que c'est les mêmes gens qui pleurent quand ils découvrent qu'un seul petit quartier dans une ville ou quoi, elle est massivement peuplée d'une certaine communauté. Ouais. C'est ça vous irrite, et ça vous dérange. Là, il y a pas de. Là, vous dites pas les bienfaits, les échanges culturels, les liens qui sont noués. Mais quand vous envahissez un pays, que vous lui défoncez sa race à tout ce pays et que vous faites des trucs innommables et qu'après quand vous voyez que ça résiste un petit peu, même bien comme il faut, et qu'à un moment donné on vous dit barrez-vous définitivement, là vous dites oui, il y a eu quelques méfaits, mais sinon c'était plutôt sympa quand même. On va mettre 4 sur TripAdvisor. Enfin, c'est un truc de ouf, hein. Ouais, mais là, no comment en vrai. Ouais. Bon, après il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. En ayant 5%, il est au gouvernement. Ouais. Je sais pas. Ouais, c'est clair. Et les gens continuent de dire oui, il faut voter. D'accord. Moi, je veux juste que vous m'expliquiez comment on fait. Comment on fait quand quelqu'un qui fait 5% dans un vote... Parce que comment vous pouvez me dire que voter, c'est pertinent maintenant ? On pouvait peut-être le dire il y a quelques temps. Mais comment vous pouvez me dire que le vote est pertinent maintenant, alors que quelqu'un qui a 5% dirige le pays ? Juste, 5% des électeurs qui sont venus au niveau du suffrage, sans comptabiliser les votes blancs, etc. C'est un truc de ouf. Ils gouvernent le pays. Enfin, vous savez que ça importe un nom, ça. Hein. Ça a un nom, ça, en sociologie politique et en sciences politiques. La dictature. C'est pas de la démocratie. Hein.
L'autocratie. Ouais, l'oligarchie. L'oligarchie. Mais entre autres, enfin, et encore, l'oligarchie, plutocrate, Ouais. machin. Mais donc, voilà. Donc lui, en fait, il se dit, en gros, je peux dire et faire de la merde, et je peux gagner carrément un gouvernement, et en ayant même les gens qui veulent pas du tout voter pour moi. Du coup, je peux dire et faire ce que je veux. En fait, ça va, en fait, c'est cool. En fait, c'est bon. En fait, c'est trop bien. Ouais, c'est bien, je pense même que je peux continuer à dire des trucs encore plus ouf, et je vais encore gagner. La preuve en est, regarde, il salue le combat de Némésis, un collectif identitaire d'extrême droite. Voilà. Le ministère de l'Intérieur français a salué le combat, dont il s'est dit très proche, du collectif identitaire d'extrême droite Némésis lors d'une conférence sur la sécurité intérieure, provoquant de vives réactions de la gauche. C'est un truc de ouf, tu vois, vraiment, alors le mec en roue libre totale. Ah, mais voilà, je te dis. De toute façon, en fait, Osef, il est très tranquille. Non, mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, mais bref, Retailleau affaire à suivre, mais ça fait flipper. Bah ouais. Hein. Ça fait flipper parce que on a Retailleau, Darmanin et Valls en même temps, quoi. On a le triangle du mal. Là, il ne manque plus de mettre officiellement des Bardella et des Zemmour, et puis on est bon. Hein. Ouais. Les gens pensent que c'est impossible. Calmez-vous. Hein. Et respirez un peu, vous allez voir, ça va faire tout drôle quand ça arrivera. Hein. Bah oui, mais parce que c'est... En gros, quand je dis c'est fini, c'est pas c'est fini, il n'y avait rien à faire. Non, c'est que c'est fini. Ne percevez plus les choses selon les mêmes règles du système auquel vous êtes habitués. Voilà, dit autrement, nous ne sommes plus dans un système démocratique représentatif, électoral, machin. Il faut que les gens puissent se l'admettre. Ouais, c'est tout. Parce qu'il faut s'adapter, hein, c'est comme ça. Parce qu'ils continuent à chaque fois de forcer en disant non, mais c'est important, mais admettez que là... Mais il faut arrêter de dire ça, en fait, franchement. Ouais. Encore une fois, je peux comprendre, même si je ne partage pas, je peux comprendre qu'on défende la logique représentative, démocratie représentative, le vote, les partis qui représenteraient nos idées, machin, ceci, cela. Ok, très bien. Ça marche pas. Voilà. En tout cas, c'est occupé pour le moment. Veuillez réessayer ultérieurement. Donc, pour l'instant, en attendant de réessayer ultérieurement, faut trouver peut-être une autre solution. Et qu'on se pose et qu'on discute. Parce que si vous voulez que des bonnes idées arrivent au pouvoir ou ce que vous voulez, en fait, là, en gros, vous avez une démonstration. Enfin, rendez-vous compte quand même. En fait, ça avait déjà commencé avec Hollande. Quand tu mets le rejeton le plus débile et le plus incompétent et le plus nuisible et le plus haineux de tout ton parti, qui précisément a été même disqualifié par ton parti en termes de programme, donc je parle de Valls, tu le mets Premier ministre, donc c'est le gars le moins représentatif de tout ton parti et le moins représentatif de tous tes électeurs. Oui, parce que c'était les électeurs qui ont voté pour la primaire. Ouais. Donc, en fait, je veux dire, qu'est-ce que vous comprenez pas dans le message? On n'en a rien à battre de vos votes. Que le seul usage que nous faisons de votre vote, c'est la légitimation de notre pouvoir. Et qu'à la fin, ça donne des phrases où il y a plein de gens qui disent vous avez voté pour Macron. Alors, déjà, moi, j'ai jamais voté pour Macron, donc calmez-vous. Et arrêtez de dire le vous. Il y a des chiffres, regardez bien les chiffres. Les chiffres, ils vous disent que non, c'est pas vous, c'est des gens qui ont voté, et ils sont quantifiés, et on les a bien calculés, on sait qui c'est. La même chose, c'est pas nous qui avons voté pour Retailleau. Il y a un nombre très précis, vous pouvez résumer même le nombre de villes qui sont impliquées, et vous verrez que c'est pas grand monde. Ouais, mais donc soit on se réveille, on comprend, on essaie d'être lucide, et de se dire, alors du coup, ça voudrait dire quoi? Que le vote ne fonctionne pas? Oui, enfin. Non mais oui, en fait, oui. Parce que j'insiste, voter à l'heure actuelle ne permet que de légitimer, parce qu'en gros, ça veut dire que vous participez au jeu. C'est comme dans une... Je m'y connais absolument pas, mais je vais utiliser cette allégorie parce que je fais ce que je veux. Mais c'est que vous êtes dans une partie de poker, vous sentez que ça triche, mais vous continuez de miser. Ouais. Mais si vous continuez de miser, vous participez, vous allez vous faire plumer. Et en plus, vous augmentez la mise de celui qui prend tout. Totalement. Mais le gars, il triche. Donc, à un moment donné... Donc, appelez ça comme vous voulez, triche, manipulation, désaffection, désillusion démocratique. On peut utiliser plein de termes pour le moment, jusqu'à ce qu'on se pose et qu'on fasse une analyse beaucoup plus scientifique de la question. Ça, il n'y a pas de souci. Mais là, clairement, reparlons factuel. Des personnes qui... En plus, je dis 5%, je suis gentil, parce que c'est même pas les 5% LR. C'est une partie des LR, parce qu'ils ont eux aussi fait des primaires. Donc, on peut même... Oui, tu peux même quantifier leur représentativité de ces gens-là. Donc, on est du même pas 5% d'élections à laquelle même pas 40% ont participé, etc., etc., qui gouvernent. Allez-y, expliquez-moi comment on fait.
Non, ça n'a aucun sens. Mais on veut pas se l'admettre, mais ça n'a aucun sens. Elle n'existe plus, là, cette démocratie, là, Marianne, machin, prise de la Bastille et tout ça. On n'est plus dans ça. Enfin, prise de la Bastille, c'est pas on n'est plus dans ça, c'est qu'on l'est juste. J'ai envie de dire, justement, on ne l'est pas. C'est pour ça que ça se passe comme ça, en fait. Et qu'à un moment donné, sans prendre Mirabeau, mais en fait, c'est la force des baïonnettes qui va peut-être faire la différence. Mais réellement, hein, la question se pose très sérieusement. Je sais que l'argument qu'utilisent encore les militantes et les militants du bord, on va dire officiellement de gauche, c'est de dire non, mais en fait, il faut un sursaut pour qu'on noie, parce que effectivement, parce que c'est factuel également. La majorité du NFP ou de la NUPES n'étant pas vraiment franche, c'est ce qui expliquerait que 5% gouvernent. Non, en fait, ça n'explique pas ça. Non, du tout. Hein. Mais en tout cas, donc eux, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils continuent de dire même aux gens pour les pousser à voter, c'est, cette fois-ci, comme là, on n'a fait que 52% ou 53%, peu importe, il faut qu'on fasse 60%. Allez, bon courage. Déjà, bon courage. Ouais. Et si vous faites 60%, j'attends de voir. C'est clair. Non, totalement. Moi, je ne peux plus en vouloir aux gens qui ne veulent pas voter de façon là, honnêtement, parce que moi-même, je ne sais pas si je voterai, vu comment je suis déçu, tout simplement. Et là, on attaque notre sujet. Le gros dossier de la semaine, c'était l'investiture de Donald Trump, où Elon Musk est venu faire un discours. Et honnêtement, quand j'ai vu la vidéo, j'ai cru que c'était de l'IA au début. Je me suis dit, non, c'est sorti de son contexte, machin. Non, en fait, il l'a bien fait. Elon Musk, pendant son discours, il a fait un putain de salut nazi. Donc vraiment bien franc, main sur le cœur, et puis ensuite il a tendu sa main, bien les doigts, bien collés, tout bien. Donc nous, on était tous dans la sidération de mais il est malade, il a fait ça, puis il le fait une fois, puis après il le refait une deuxième fois, enfin bref. Et là, en fait, et c'est ça qui est beau avec dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui médiatiquement, c'est que je pensais qu'on allait avoir un tollé de tout le monde en train de se dire mais ça y est, on a un signal que les États-Unis vrillent, que ça y est, là c'est annoncé, on est dans un mouvement, dans un gouvernement fasciste et que ça va être la norme et tout machin. Et parce que justement en fait on est dans un monde fasciste maintenant, hein, dans les sociétés occidentales, il faut croire. Les médias français, parce que vous savez, hein, moi c'est toujours ça, hein, moi mon spectre c'est comment les médias en parlent. Ils ont décidé d'euphémiser. Ils ont décidé de dire bah ça va. RMC dans les grandes gueules qui disent non mais c'est un maladroit, non mais parce qu'il est autiste, non mais il a pas l'habitude de parler devant des gens, non mais il voulait dire mon cœur va vers vous. CNews, Europe 1, de Pascal Praud, non il veut dire mon cœur va vers vous parce qu'il dit my heart goes to you et il l'exprime. Un geste que tout le monde fait. Et tu vois que dans la vidéo, et d'ailleurs Gaël m'avait souligné ce truc-là qui était très drôle, Pascal Praud, quand il refait le geste, il le fait pas en entier. Il fait bah non, mais c'est ce qu'il dit, mon cœur va vers vous. Et tu dis bah chacal, fais-le alors le geste, parce que apparemment c'est normal. Et là en fait, je vois des messages des gens, de juifs, qui disent que non, c'est pas un salut nazi. Et j'ai reçu plus d'ailleurs de messages de personnes de confession juive qui m'ont dit mais non, mais rien à voir, machin, que l'inverse. Et déjà, ça m'a perturbé un peu. Parce que, genre, tu dis quoi, les gars, ou alors apparemment, vous êtes les garants de ce qui n'est, de ce qui n'est pas, il n'y a que vous qui pouvez déterminer. Ok, fine, mais là, ça devient problématique parce qu'on n'est pas cons quand même. Nous aussi, on a des cerveaux, on peut réfléchir. Par exemple, Claude Askolovitch. Il a fait un thread sur X où il dit « Les gestes se ressemblent suffisamment, selon toute apparence. Elon Musk a fait un salut de style nazi à l'inauguration de Donald Trump. Mais attendez, tout n'est peut-être pas si simple. » Ah merde. Le geste de Musk peut aussi... Alors attendez, j'ai le truc. Tout n'est pas si simple. Le geste de Musk peut aussi reproduire un autre bras levé antérieur à Hitler que pratiquaient les écoliers américains en prêtant serment. Au drapeau, le I pledge allegiance, etc. Ce geste portait le nom de son inventeur en 1892, le pasteur Bellamy, le Bellamy Salute. Mais en 1942, Franklin Roosevelt remplaça le Bellamy Salute, trop proche du salut des fascistes que le pays combattait, par la main sur le cœur au moment du serment, geste que nous connaissons aujourd'hui.
On pourra donc conclure que par son bras levé, Elon Musk a invoqué le passé de l'Amérique, ou bien a annulé Franklin Roosevelt, ou bien a révélé dans un lapsus corporel que sa main ignorait le chemin de son cœur. Toutes ces hypothèses non moins signifiantes que le salut nazi. Mais c'est une blague. Non, c'est une blague. Après, il a dit mort de rire. Il a mis MDR, ou il a mis LOL, ou Alors, PTDR, non. Ou Alors, il avait un chat qui se... C'est une blague. C'est une vraie blague. Il se fout... Non, mais c'est... Alors, premièrement, heureusement, il n'est pas avocat parce que c'est l'argumentaire le plus éclaté au sol de la planète. C'est-à-dire que... Mais par contre, il faut garder tout ça parce qu'il faut utiliser le même système. Hein. Ah ouais. On va bien se marrer. Alors oui, il y avait un moment donné, dans une année sombre, des gens qui faisaient un truc, c'était comme ça. Et donc, c'est sûrement en hommage à un truc dont il ignorait complètement l'existence, ouais, qu'il a fait référence. C'était une sorte d'hommage historique. Il a tout de suite pensé aux années 50. On se demande pourquoi, d'ailleurs. Hein. Et là, il s'est dit, là, je suis pris, l'ambiance, ça sent les années 50. C'est vraiment saut années 50. Faut que je fasse le Bellamy Salut que tout le monde connaît. Voilà, devant un drapeau qui n'est pas devant moi, en fait. Parce que le drapeau, il est juste derrière. Mais parce que tout est logique. Mais c'est un malade. Et figure-toi que, alors déjà, Monsieur Askolovitch, avec tout le respect que j'ai pour vous, parce qu'en plus je connais votre fils et qui fait un travail remarquable sur scène, mais faut arrêter. Frérot, tu peux pas faire ça. Déjà, le fameux Bellamy Salute, il a montré sur son thread une image des jeunes qui ont le bras tendu, etc., vers le drapeau. Sauf que, Dieu merci, il y a des gens qui font des recherches, il y a des gens aussi qui sont historiens et qui ont dit le Bellamy Salute, c'était un geste progressif de la main qui part comme ça et puis qui se tourne à la fin de l'allégeance. Et ensuite, la main sur le cœur. Donc, en fait, si tu prends la photo au moment où ils sont comme as, eh ben, en fait, c'est pas accurate parce qu'en fait, c'était un mouvement. C'était I played allegiance to the president, on the ground. Ah, d'accord. Et ce bâtard, il prend juste le truc comme ça. Il dit, bah voilà, ça c'est le Bellamy Salute. Ensuite, auquel aurait vraiment. Déjà 1892. Voilà, Musk, il a la ref. Hein. Musk, il a la ref. C'est sûr, il a la ref. Parce qu'il a grandi aux États-Unis. Oui, c'est connu. Et c'est ce que je lui ai répondu. Je lui ai dit, Chacal, il a grandi à Pretoria. Il dans un autre régime. Hein. Ouais, dans un régime d'apartheid en Afrique du Sud. Et d'ailleurs, ses grands-parents. Alors, c'est pas parce que son père, bizarrement, lui, il était dans un parti anti-apartheid. Ok. Mais les grands-parents de Musk, du côté de la mère, c'est le daron qui le raconte. C'est Elon Musk qui raconte ça. Donc, ses beaux-parents. Hein. Il dit, ouais, les grands-parents du côté maternel d'Elon Musk, ils avaient quitté le Canada parce qu'ils trouvaient que... parce que, en fait, à cause de leur non-soutien au mouvement nazi et tout. Oh, voilà. Donc, eux, par contre, nazis as fuck. Ils sont partis en Sud-Afrique parce que, là-bas, on est chez nous. C'est pas un petit indice? Non, mais ça donne petit indice. Ça hein. Tout petit indice. C'est le daron d'Elon Musk qui dit ça. Le daron, lui, Sherlock, il était anti-apartheid, ok. Ils ont grandi quand même dans une famille aisée, blanche, en Sud-Afrique. Donc, on est dans un bail de privilèges. On est dans une colonie, dans une colonisation tranquille. Et en fait... Quand il parle de 1942, Franklin Roosevelt a remplacé le Bellamy Salute, trop proche, machin. Mais de toute façon, frérot, comment vous en êtes à aller chercher des explications aussi lointaines pour justifier un salut nazi d'un gars? Mais c'est votre daron, il vous donne à manger. Non, mais c'est... Ah ouais, pour certains, visiblement, c'est ça. Mais j'ai l'impression que c'est parce que c'est le plus riche du monde. Il faut que tout le monde... il faut qu'on lui lèche le huc. C'est comme si, tu vois, lui, non, on peut rien lui dire et tout, mais t'as envie de dire... Enfin là, pour le coup, quand même, on a quand même inventé le fait que Dieudo, quand il faisait la quenelle, c'était un salut nazi inversé. Quand même. Les gars, par contre, alors que lui-même, il te dit, non, il l'a fait plusieurs fois, il dit, non, machin, voilà, et quenelle, tout est dans le mot, en fait, c'est avec un côté évidemment très vulgaire, mais ouais, voilà, mais il a précisé le truc. Mais là, le gars, il te le fait une fois, tu fais, il y a un doute. 2 fois... Ouais, c'est peut-être ça, on ne sait pas. Ouais. Non, c'est un hommage d'un geste ancien des années 50 qui était fait en hommage à un drapeau qu'il ne connaît même pas. Il l'avait déjà fait? Non, mais en fait, on veut dire, parce qu'il a l'habitude de le faire. Voilà, c'est ça. Après, moi, il y a un gars, il m'a pris la tête à me dire, pareil, un sionard qui est tout le temps là dès que je commente des trucs, dès que je partage des trucs Palestine, machin, et tout le temps là pour me dire, ouais, non, machin. Et là, il me dit, non, mais je comprends pas cette fixette que tu fais sur Elon Musk. Il a été pro Netanyahou. Comment il ferait un salut nazi? Ah, mais j'inviterai cette personne à étudier l'histoire de Netanyahou et de son père. Hein. Ah oui, c'est vrai. Putain, ouais. Parce qu'ils étaient très tranquilles avec le parti nazi. Hein. Littéralement. Mais ça, c'est documenté. C'est même pas un truc conspi et tout. Le père de Netanyahou et son meilleur pote qui était l'amant
de la première dame du parti nazi. Ça va quand même, hein. Enfin, je veux dire, et il n'a jamais été inquiété, sauf qu'il s'est fait tuer, mais à Tel Aviv, parce que justement, il était l'amant de Magda Goebbels. Magda Goebbels, pardon. Magda Goebbels, c'est Goebbels qui l'aurait fait tuer. Mais et, au passage, il ne l'a pas tué parce qu'il est juif. Il l'a tué parce que il a le seum. Et il est cocu. Mais concrètement, enfin, je veux dire, il y a. Mais même, même il était en train de réhabiliter. Il y a un bureau des affaires sionistes à Berlin, hein, quand même, hein, dirigé par un dignitaire nazi. Donc les amis, il va falloir refaire un petit peu, relire un peu l'histoire sur le lien entre le sionisme et le nazisme, hein, justement. Hein. Ça peut être extrêmement intéressant. Mais on a, moi, je veux dire, on a entendu des dingueries sur ce sujet, mais comme tu as dit. Et juste, je t'en prie. Raphaël Enthoven. Non, vas-y. Ce n'est pas un salut nazi, mais le geste désordonné d'un type qui envoie son cœur à une foule de fans. Même quand le danger est juste en face de vous, vous continuez à vous battre contre des moulins à vent. Mais toi, là... Toi, sachant qu'il y a sa chaîne de télé qui va arriver sur la TNT en mars. Non, mais toi... Non, mais vraiment. Parce que moi, sinon, les gars, je vous le dis, moi, dès aujourd'hui, là, je vais jouer... à Poissy, d'accord ? À la fin de mon spectacle, à la fin du spectacle, je vais demander à tous mes partenaires de scène, d'ailleurs c'est devenu un running gag entre nous, à chaque fois on fait mon cœur va vers toi, mon cœur va vers toi. Non mais demain, imaginez-vous, là on est 7 sur scène, on est tous en train de faire des scènes. Je suis très content. Ouais. Et il y en a qui ont voulu ressortir des photos de merde, comment elle s'appelle, la femme de... Hillary Clinton. Ils ont sorti des photos de Barack Obama et tout, qui sont comme ça. Mais c'est des photos, et tu les vois, ils sont comme ça. Vous me prenez pour des cons, quoi. Ouais, vraiment. Genre, tu prends une photo de quelqu'un qui fait ça, bah oui. Tu peux le faire, mais tu peux le faire avec des milliards de personnes dans des milliards de situations. Mais oui. Tu sais, le lever de la main, machin. Dès que tu fais des pauses, tu prends plusieurs clichés. Et pareil, après, t'en as qui ont voulu... C'est d'une malhonnêteté. Et même certains qui ont voulu sortir une vidéo de l'investiture de Macron. Ils ont dit, on est quand même pareil et tout, alors que tu vois très bien, les gars, vous faites exprès. Le mec, il a fait ça, et il a fait ça. Il n'y a rien à voir. L'autre, il a fait un truc, tac, genre vraiment, t'as pas de doute. Ah, c'était tout droit. Le rampe de lancement, littéralement. SpaceX, il a tout envoyé là. Ah, mais vraiment. Et tu peux pas nous prendre pour des cons à ce point-là. Et le pire, c'est il y a un truc qui était très drôle, qui disait, j'ai jamais vu autant de rubans jaunes. Je suis étonné de voir autant de rubans jaunes défendre le geste d'Elon Musk. Et parce que c'est vrai, par exemple, Arthur, on l'a pas entendu sur le sujet, machin. Hein. Et c'est marrant parce que de vouloir évacuer le truc en mode non, mais c'est rien, c'est bon. Comme si, tu sais, Elon Musk, il représente, en fait, c'est un gars de chez eux, tu vois, comme s'il disait, non, c'est la famille, donc on peut pas le tacler, tu sais. Mais les gars, déjà, il vous connaît pas, je pense. Il s'en bat les couilles de vous, sachez-le. Et en fait, t'as le gars en question, le sioniste qui me saoulait en DM. Il me disait, mais prouve-moi que à quel moment il a été fasciste. Il a déjà eu des propos fascistes, Elon Musk. Ah ouais. Et je commençais à lui dire, il soutient l'AfD, l'AfD, parti d'extrême droite. Je lui montre, tiens, regarde, t'as un gars de l'AfD. Je crois qu'il n'y a pas d'autres dossiers. Hein. Mais plein d'autres. Moi, j'ai pas le temps, mais il y a un dossier à charge qui est assez fort. Et le mec, il te dit, ah ouais, super, juste parce que il a soutenu un parti, que peut-être qu'il y a des gars qui ont eu des problèmes, qui ont eu des comportements problématiques dans ce parti, ça veut pas dire que ça y est. Waouh. Ah ouais. Ah, on en est là en fait. D'accord. Bon, et c'est lui qui dit que c'est moi qui suis matrixé. Hein. Ah ouais. Et c'est là que je te dis qu'on vit dans un monde où... Non, parce qu'en fait, on s'est trompé, Kevin. On a zappé un épisode, mais l'extrême droite, ça n'existe pas. Ouais. Non, ça n'existe pas. Le vrai danger, c'est l'extrême gauche, c'est connu. C'est bien connu. L'islamo-gauchisme, qui gangrène, l'islamo-gauchisme, qui prend le pouvoir partout dans le monde en ce moment. En plus, c'est flippant. C'est évident. Ça, c'est ça qui est drôle aussi. Les mecs, ils te parlent de l'islamo-gauchisme ou de l'islam politique, etc. Et t'as envie de dire, mais là, dans toutes les démocraties, dans tous les pays occidentaux, à la tête. C'est eux qui gagnent les élections, c'est connu. Ça se voit. T'as envie de dire, t'as pas vu là, dans l'innovation de Trump, t'as pas vu les bandeaux verts et tout. Il y avait des bandeaux verts partout. Il y avait des drapeaux verts et tout ça. Le Coran partout, etc. C'est connu. C'est juste que là, il a du mal à faire pousser sa barbe, Trump, mais ça devrait pas tarder. On s'est trompé, en fait. On s'est complètement trompé. Musk en Allemagne se prend une shitstorm de fou. Ah oui, quand même, oui. Au moins un pays. Parce qu'ils sont connus. Ils connaissent l'histoire un petit peu. Ils ont la ref. Eux, ils avaient la ref, en fait. Ils ont fait la ref. J'ai dit, on a la ref, nous. C'est bizarre, pourquoi vous l'avez pas? Nous, ça nous parle. Nous, on a vraiment la ref. Parce que, quand même, t'as des gens qui ont dit, non, mais c'est un salut romain. Je fais,
Quoi? Mais vous pensez qu'on est quel siècle? Déjà, ben, le sionard qui m'a envoyé un message là pour légitimer ce qu'a fait, il m'a envoyé une image. C'est lui qui m'a envoyé une image de Astérix et Obélix avec Jules César. Voilà. Il m'a dit, mais tu vois, les Romains ils faisaient ça. Mais voilà, c'est. Et tu sais que alors que t'as tous les historiens qui te disent, les Romains n'ont jamais salué comme ça. Mais oui. Non mais en plus oui. Mais on s'est trompé. C'est pas Elon Musk, c'est Elonix Muskix, tu vois. Muskix, ouais. Voilà. Donc en fait c'est un personnage de Astérix et Obélix. On s'est totalement trompé. Je dis on se trompe. En fait, on est matrixé. Ouais, on est vraiment. C'est vrai, on est matrixé. Non, mais c'est. On n'arrive pas à voir la réalité en face. Non, mais franchement, je trouve ça scandaleux. La faillite de nos médias, de nos pseudo-intellectuels. C'est des grands malades. Et Dieu merci, dans tout ce marasme. Mais bon, malheureusement, il sera jamais. Alors, il y a eu Yann Toucourt qui a fait une super vidéo sur le salut romain pour expliquer. Oui, parce que c'est documenté. Bah, c'est documenté parce que ce n'est pas. Mais vraiment, il y a beaucoup de chercheurs sur ce type de sujet, sur le nazisme, les symboliques, etc. Comment il s'est mis en place, comment il s'est diffusé et tout. Donc, et donc Dieu merci, il a fait et M6 Info, et je le souligne parce que c'est assez rare pour le souligner, qui ont donné la parole à Johan Chapoutot. Ah bah oui, bah voilà. Bah ouais. Appeler directement le goat du sujet, quoi. À un moment donné, oui, c'est juste un petit peu sa méga spécialité quand même. Hein. Malheureusement, ce sera pas répandu dans tous les médias mainstream, mais M6, j'étais étonné qu'il le fasse. Il y a une petite vidéo de 2 minutes 28 où il explique tout. Et en gros, voilà, je vous résume, il dit c'est un salut nazi, il n'y a aucun doute là-dessus. Voilà. Allez, terminé. Point à la ligne. On continue. Voilà, c'est ça, oui. Next. Voilà. Autre sujet, autre dossier. Il a dit il n'y a aucune ambiguïté sur le geste qu'a fait Elon Musk lors de la journée d'investiture de Trump. Voilà. C'est le spécialiste du nazisme. C'est-à-dire que pour vous asseoir à sa table et discuter de ce sujet, va falloir ramener 6 IA et vous n'y arriverez pas. Mais oui. Le gars... Ah non, mais moi, j'ai lu ses livres, c'est un truc de fou. En plus, il y a un taf qu'il a fait, lui, avec aussi... j'oublie à chaque fois le nom d'un autre auteur où ils avaient travaillé sur ça, sur le Troisième Reich, sur l'esprit du nazisme, sur les symboliques, sur le rapport au sport. C'est super impressionnant. Et justement, parce qu'il y a aussi le truc de l'héritage romain, machin, et qu'en vrai, il y a une prétention. C'est vrai, il y a eu une prétention d'un revivalisme romain qu'on retrouve en fait dans les marques d'impérialisme hitlérien et fasciste mussolinien. Mais là aussi, les historiens ont repéré, ils ont dit « Ah, mais ils ont fait des inventions ». On le voit même par exemple avec Hitler, il faisait des recompositions avec une sorte d'héritage viking et romain qu'il combinait en fait en disant que c'était ça le pan-germanisme, la nation allemande. Et beaucoup d'historiens disaient ouais, mais en fait c'est du bullshit, il invente son truc pour créer une sorte de race justement pure, mais en vrai tout ça c'est il fait ce qu'il veut, tu vois. Et donc c'est intéressant quand tu entends les gens qui disent ouais mais c'est un salut romain, t'as envie de leur dire ah bah oui bah mince, c'est un salut romain, bon bah je suis désolé, bah du coup en fait c'est normal parce qu'on est à Rome. Tu te rends compte que Rome antique d'avant 400 quand même. Ouais, mais tu te rends compte que pour cette histoire de salut romain, etc., c'est que, et au final, Elon Musk, le principal concerné, il s'en est même pas excusé. Mais oui. Il a même pas expliqué. Il a juste dit, sérieusement, me traiter d'Hitler, c'est tout ce que vous avez trouvé à faire. Tu vois, il a répondu à un truc comme ça. Mais on va le faire quand même. T'inquiète pas, on a d'autres choses à faire. Mais donc, t'as envie de dire, oui, mais du coup, c'était quoi? Bah, ouais, qui te dit pas. Et bizarrement, tous les white suprémacistes aux États-Unis, ils ont tous salué le geste en disant, waouh, bravo, machin, là. Eux, ils sont experts. Hein. S'il y a bien... Eux aussi, ils ont la ref. Ouais. S'il y a bien des gens qui ont la ref. Hein. Eux aussi, ils avaient la ref, visiblement. C'est drôle, quand même. Ouais. Hein. T'as à peu près les plus spécialistes et les plus impliqués qui ont la ref. Et les autres, ils font ah non, c'était... Son cœur qui a envoyé de manière très droite, extrême, voilà. Enfin... Je vois pas ce que vous... Et d'autres ont parlé d'autisme, mais vous êtes des fous, en fait. Hein. Vous êtes des grands malades. Hein. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Ouais, les gens, vous parlez d'autisme. Le gars, il peut t'envoyer une fusée sur Uranus, et genre, il saurait pas que ça, c'est un geste qu'on fait pas. » On lui a confié des missions de la NASA, s'il te plaît. Et maintenant, on dit... Non, mais au-delà de ça, c'est-à-dire que, déjà, c'est dégueulasse de dire ça par rapport aux personnes qui sont atteintes du trouble du spectre autistique, déjà. Mais vous êtes... Ouais, c'est pas sympa du tout. Non, mais... Et puis, vous êtes en train de dire quoi? C'est des gros débilos ça n'existe pas. Ce qui fait des gestes, ça n'existe pas. Hein. Ça n'existe pas. Hein. Enfin, répétons-le, ça n'existe pas. Il ne l'a jamais fait jusqu'à présent. C'est pas comme si c'était un mec tous les jours. C'est de la Tourette. Mais ils ont confondu. C'est pas un syndrome de la Tourette. Hein. S'il avait la Tourette, je veux bien. On n'a pas vu ce que fait Andrew Tate. On veut bien que tu nous dises. Ouais. Et d'ailleurs aussi même par rapport au. Par contre, cette accusation, enfin cette défense nullissime de dire qu'il est autiste. Donc déjà c'est insultant et injurieux vis-à-vis de toutes les personnes impliquées par le spectre de ce qu'on appelle le TSA, le trouble du spectre autistique. Mais par contre ça m'a permis de revérifier un truc parce que j'ai eu cette info rapidement. Ah mais oui, mais en fait Asperger,
celui à qui on donne le nom, bah, en fait, c'était un gros nazi. Ah bon? C'était vraiment un gros nazi. Ouais, le gars, il a fait des expérimentations eugéniques et tout sur la population. C'est pour ça qu'en fait, quand il découvrait justement que les personnes qui étaient atteintes d'autisme, ben, en fait, il les euthanasiait, tout simplement. En fait, voilà, parce qu'il considérait que c'était des handicapés, en fait. Donc, enfin, tu vois, voilà. Donc, dans tous les cas, vous êtes disqualifié, en fait. Dans tous les cas, vous avez perdu. Dans tous les cas, vous avez perdu. C'est fou quand même. Hein. C'est un bon révélateur. Hein. Nafta, elle dit que c'est peut-être aussi un test pour avoir une idée d'à quel point les gens sont prêts à accepter le nazisme sans mettre le nom dessus, pour voir où en est la fenêtre d'Overton. Oui, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. C'est parce que là, regarde, ouais, je suis tout à fait d'accord. On est quand même là. Ah oui, donc c'est très juste. C'est très juste, hein, Nafta, parce qu'on est quand même en 24 janvier 2025. Quelqu'un a fait un salut nazi à une investiture devant les caméras du monde entier. Et donc, normalement, là, ta fenêtre, tu l'as écartée de ouf. Et on est en train de débattre pour savoir si c'était un salut nazi ou pas. Yes. Donc, tu brouilles les pistes. Ce qui fait qu'en fait, ta fenêtre, elle est en train de se décaler encore plus. Oui, Parce que c'est-à-dire qu'on est en train de rendre acceptable quelque chose qui, on vous rappelle, post 45, jamais de la vie, personne n'a plus jamais fait ces gestes dans des, à part les fouteux fachos de la Lazio Roma. Et à chaque fois, on les épinglait. Et les gens du Ku Klux Klan. Et les gens du Ku Klux Klan. Qui encore aussi, eux, on la ref. C'est quand même fou. Hein. Visiblement, il y en a beaucoup de monde qui a la ref. Et les nazis qui défilaient de temps en temps dans les rues de Paris, ou alors qui étaient des Boulogne Boys, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que on sait tous depuis. Et là, d'un coup, non. Parce que la vie de ma mère, vous me forcez à. Je vous jure qu'il y a un moment, je vais. À mes spectacles, mon cœur, il va aller vers vous tout le temps pour voir. Non, mais j'ai envie de. Non, tu veux tester. C'est des ouf. Parce que quand tu te dis que la quenelle, ils ont vu un salut nazi inversé et c'est sorti du cul de Christophe Barbier et tout le monde a repris. Bien sûr. Comme si c'était une étude. Alors que le gars concerné te dit mais non, machin. Et je me rappelle d'ailleurs de cette explication. Il parle même de palette de quenelle, donc à un moment donné, c'est qu'on n'est pas dans ça en fait. Transpalette de quenelle, machin. C'est explicite. Hein. Et je me rappelle de comment il s'appelle, Farid qui avait fait un sketch là-dessus qui était ultra bien, où il disait. En fait, il dit non, pour moi, la quenelle, c'est pas antisémite. Il dit oui, il y a des gens qui ont fait des quenelles devant le mémorial de la Shoah, etc. Mais oui, là, il y a autre chose, là, il y a un message. Mais n'importe quel geste devant un mémorial de la Shoah, c'est antisémite. Il dit si tu fais ça devant le mémorial de la Shoah, c'est antisémite. C'est ça, en fait. C'est ça, je suis d'accord. Tu fais un doigt d'honneur devant le mémorial de la Shoah, ce sera un geste antisémite. Exactement. Évidemment, tu vois. Mais la quenelle en soi, c'était pas un geste antisémite. Tous ceux qui suivaient Dieudonné à cette époque, ou en plus, à l'époque, il était encore un peu mainstream, il y avait beaucoup de gens du milieu qui le suivaient, etc. Dans le langage courant, c'était l'autre, il m'a glissé une quenelle, machin, le banquier, machin. C'était vraiment, on s'est fait entuber. La quenelle, c'était ça, en fait. Il t'a mis une carotte. La carotte au quoi. Vraiment, c'était ça. Et que vous l'avez transformé sciemment en geste. Un salut nazi inversé, ce qui voudrait dire d'ailleurs salut nazi inversé, c'est l'inverse, le nazisme. En fait. Il me semble. Hein. Dans le manuel du satanisme, c'est ça comme ça. Hein. C'est ce qu'on lit. Hein. C'est les inversions de symboles. Hein. C'est ce qui m'a toujours fait marrer, mais vraiment. Mais d'ailleurs, oui, quand on parlait de, on a changé le nom. D'ailleurs, on a changé le nom. Hein. On ne dit plus Asperger hein, pour certaines formes d'autisme. C'est pour ça qu'on parle de troubles du spectre autistique, parce que effectivement, tous les troubles autistiques ne sont pas équivalents, ne sont pas de la même nature. Ne se manifestent pas de la même façon. Donc en fait, maintenant même dans le DSM, c'est le manuel des pathologies ou des affections mentales, on parle de troubles du spectre autistique. TSA, pour que ça fasse plus jargonnant. D'ailleurs, Modem, elle me dit, il a fait une vidéo, Andrew Tate, là, parce que je vais poser la question, où il appelle à faire des saluts nazis maintenant, Andrew Tate, là. Ah bah voilà. Oui, décomplexer. Oui, et pour souligner ce que dit Nafta aussi, qui est très très important, ça, c'est, il faut juste que je me rappelle du titre du livre, qui est excellent, que je vous recommande, sur la question de l'habituation. Parce que oui, elle a mis le doigt sur le problème. C'est un système d'habituation. Et qu'en réalité, c'est comme ça que ça fonctionne. Les pires horreurs fonctionnent par un système lent d'habituation. Les dictatures, c'est comme ça qu'elles se mettent en place. Le fascisme, c'est comme ça qu'il se met en place. On commence toujours doucement. Et on fait des petites incartades et on voit la réaction des gens. Et ensuite, les gens s'y habituent. Mais pourquoi ? Parce que nous sommes programmés pour nous habituer. Nous avons un système d'habituation qui est très fort. C'est neurologique, hein, c'est-à-dire le cerveau procède à des systèmes d'habituation. Tu sais, en gros, au début, tu regardes ta rue et puis après, tu ne la regardes plus. En fait, ton cerveau garde une image et ne rentre plus dans les détails. Ce qui fait que si on change une référence dans ta rue, bah, en fait, tu peux être attentif.
Mais c'est pour ça qu'on dit d'ailleurs, je dis tout ça parce que c'est connu, hein, les assurances le répètent beaucoup d'ailleurs, qu'on fait plus d'accidents quand on est à proximité du domicile que lorsqu'on est loin. Parce que habituation. T'es dans l'habituation. Tu regardes même plus les voitures. Tu fais pas ni les attention piétons qu'il y a un stop, machin. Hein, et même qu'il y a des gens, en fait. Ouais. Et ça, mais imagine-toi, ça, c'est sur des registres du quotidien. L'habituation, c'est comme ça que ça fonctionne. Lorsque, effectivement, on est en train... En gros, tu te souviens, je le disais déjà, quand Trump dit des choses monstrueuses sur les gens, et t'as des gens qui disent oui, mais Trump, il est pour la paix. Mais il peut être pour la paix dans le monde, le Sutra du Lotus, de ce que tu veux. Le gars, il traite des pays entiers de pays de merde. Enfin, je sais pas. Parce qu'en fait, vous voulez qu'il utilise les mêmes mots qu'Hitler, en fait. C'est ça que vous voulez. Sauf que, non, ça se renouvelle, hein, ce genre de pensée. Le fascisme, ça se renouvelle. Hein. Le racisme, ça se renouvelle. Le nazisme, ça se renouvelle, en fait, malheureusement. Toutes les horreurs se renouvellent, malheureusement. Et l'ennui, c'est quand nous n'avons plus les logiciels pour comprendre, en fait, que ça a muté. Et que ce que présentent ces personnes-là, avec leurs idées dégueulasses, en fait, c'est quelque chose de très dangereux. Et encore une fois, ce n'est pas parce que telle ou telle communauté ou groupe ou type de personnes ne se sentent pas directement concernés par la menace que peuvent représenter ces gens-là, ça ne veut pas dire que vous allez être à l'abri pour toujours. Voilà. Et donc, effectivement, si, c'est bien triste, si des personnalités d'origine ou de confession juive ne se sentent pas concernées par des propos parce qu'ils s'adressent uniquement à d'autres communautés, c'est dommage. Parce que, encore une fois, c'est quand on s'adresse à un tel groupe, on va pas tarder à s'attaquer à l'autre groupe aussi. C'est un classique. Ouais. Et ça, on le dit, mais partout. C'est pas qu'ici. Quand on critique et qu'on dénonce à juste titre la négrophobie qu'il y a surtout au Maghreb. Parce qu'on a un phénomène qui ne va faire que s'amplifier, c'est-à-dire des mouvements de migration importants entre justement l'Afrique dite subsaharienne et l'Afrique du Nord, où on a des cas qui sont très inquiétants en Tunisie, non pas de migration, hein, c'est le traitement de la migration, c'est-à-dire des propos, des discours qui sont haineux. Sur la base d'une essence en plus. Donc sur la base de personnes tout simplement parce qu'ils seraient noirs. Et en remuant, encore une fois, et pour le coup, on n'a pas besoin de grandes cérémonies nazies pour se dire c'est quand même bizarre ce qui est en train de se passer dans le mental politique tunisien. Et d'ailleurs, des Tunisiens et des Tunisiennes protestent et se battent contre ça. Alors même qu'ils ne sont pas forcément noirs, ni même d'origine africaine. Et disent ouais, mais là, c'est pas bon quand même comme ambiance, on parle pas comme ça des gens. Et c'est un truc on connaît ça, hein. On a la ref, hein. Et c'est valable pour plein d'autres endroits. Et donc ce n'est pas parce que tu n'es pas concerné directement d'un point de vue communauté ou identité ou quoi que ce soit que la menace ne pèse pas. Et là est l'enjeu de ce qu'on appelle justement le logiciel humaniste, c'est-à-dire d'être préoccupé par le sort humain et de comprendre que là concrètement nous avons devant nous des personnes très puissantes dont la puissance pour l'instant ne fait que continuer d'augmenter. Donc Musk, machin, tout ça. Quand même, hein, le gars, donc j'étais pas au courant. Il est vice-président, en fait. Il partage la vice-présidence, un truc comme ça. Si j'ai bien compris, peut-être que ça va se clarifier au niveau institutionnel, parce qu'il peut faire ce qu'il veut à peu près. Ouais. Hein. Mais quand même, hein, enfin, c'est surtout ça dont on parle en réalité. Hein. 400 milliards de dollars de fortune, c'est l'homme le plus puissant actuellement du monde, mais ça change. En termes de fortune, mais tu te dis, en fait, le mec, il fait ce qu'il veut. Il attendait juste là un truc de légitimation oui, parce que toujours la même chose. Toujours la phrase derrière de vous allez faire quoi ? Voilà. Ouais, j'ai fait Nafta qui nous dit, je rappelle encore que Hitler s'est inspiré des US pour son système. Oui, tout à fait. C'est vrai ça ? Oui, propaganda. Ah bah oui, je suis con, ouais. Ah bah oui. Non mais c'est normal parce qu'on a du mal à voir à chaque fois la temporalité mais pourtant les uns c'était avant et puis les gens sont après les Américains se sont alimentés sur le régime nazi, d'où le management, tu vois, le Chapoutot. Ah oui, c'est vrai qu'il a un cabinet, le DOGE, le Department of Government Efficiency. Et d'ailleurs, c'est trop drôle. Et on va conclure là-dessus. Oui, c'est ça. Il y a Ciotti. Hyper classe. Il y a Ciotti qui aimerait qu'on crée la même chose. Et vous savez comment il s'appelle le département ? Attends. Vas-y. Je sais pas si je suis prêt, mais vas-y. Il a dit l'UDR proposera la création d'un Dodge à la française, à savoir le département de l'efficacité publique, le DEP. Je me sens fait galerie, je suis un gamin. Et voilà, il a pas pensé à l'acronyme tout de suite. On est fort en acronyme en France. On est fort en acronyme. Parce que je te jure que tu vas perdre une grosse partie de la population qui va entendre que le DEP. Moi j'aime bien. On est vraiment très fort. Il était tout content là de proposer le DEP.
Vous savez, nous les DEP, on a l'impression de quoi tu parles. Attends, je comprends pas là. C'est progressiste. Ah oui, c'est progressiste. Nous, on se en tout réjouit, cas. nous. Ça, c'est clair. Ça ne dérange pas. C'est le wokisme en marche. Exactement. Hop, on va passer tout de suite. Et pour finir, au no comment. Le no comment, vous connaissez les règles. Je lis des news, vous n'avez pas le droit de les commenter. Vous pouvez mettre que des emojis. Alors, attends, hop. Putain, à chaque fois, ça bouge ce truc, j'en ai marre. Oh là Il y en là. a qui me parle de la question du racisme au Maghreb. Ouais, c'est un sujet très important. Ouais. C'est un sujet, bien sûr. Parce qu'en plus, déjà, il déborde, parce qu'il n'est pas qu'au Maghreb, vu que nous avons beaucoup de ressortissants maghrébins en Europe et en France en particulier. Et donc, du coup, le débat aussi se retrouve ici. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet. C'est vrai. Je suis d'accord. Eh ben, on aura l'occasion d'en parler. Allez, c'est parti. Le no comment, je lis des news, vous n'avez pas le droit de les commenter, que des emojis, évidemment, et nous non plus, on n'a pas le droit de les commenter. Et ben c'est parti, je commence. D'après l'INA, le terme OQTF a été utilisé 213 fois en 2020 contre 5598 fois en 2024, essentiellement par la chaîne CNews. 5500. Les commentaires Free Palestine sont désormais supprimés de la plateforme TikTok. Le ministre chargé du travail, la ministre chargée du travail souhaite taxer les retraités qui peuvent se le permettre pour financer la protection sociale. Donc ceux qui ont au moins 2000 € par mois. Bon, allez, voilà. Bref, on aurait des choses à dire là-dessus. Ce serait peut-être ou des signes à faire. God. Ou des signes à faire. Ou des signes à faire, ouais, je te jure, ou des signes à faire. Ou des emojis guillotine au bout d'un moment, là, c'est très tentant. Là, c'est une palette qu'il faut. En tout cas, merci d'avoir suivi ce dernier épisode de CKR, l'épisode 78 déjà. Et ouais, putain, ça monte. N'oubliez pas, mardi 28, si vous nous écoutez avant le 28 janvier à 20h, on a la masterclass Hamza sur le travail. À Vélizy, donc vous pouvez vous inscrire. Il y a le compte horizon. Hypatia, voilà. Si vous voulez réserver, envoyer un mail, il y a toutes les infos. Ce jour, en plus, on les mettra de toute façon, les infos. Il me dit qu'il veut faire un visio. Ça sera diffusé en visio aussi. Ah ouais? Ouais. En plus? Sur inscription, comme ça, vous avez le lien. Ok, ouais. D'accord. Ok, oui. Super. Bah voilà, bah tu réponds à quelqu'un, Andrea, qui disait on peut le voir en distanciel. Bah ouais, a priori ce sera possible, donc trop cool. Merci à toi, Dr H. Toujours un plaisir de papoter, de rire. Merci à ma chérie Gaëlle Cagnan derrière la caméra, à la réalisation et au setup. D'ailleurs, le retour du Weekly Huddle bientôt là, pour couvrir la D1 Elite. Pour celles et ceux qui suivent le foot US en France. Vous pourrez peut-être trouver une certaine Gaëlle dans les tribunes d'un match de foot US ce week-end. Un gros qui commence fort pour ceux et ceux qui suivent le foot US en France. Ça va être les Black Panthers contre le Flash de Lac Courneuve. Et l'email pour s'inscrire, on va vous le remettre dans le commentaire. Merci à Mani qui est en train de dormir sur la table. Et ouais, vraiment, il est bien ici. Et je vous dis, et puis bah voilà, mon cœur va vers vous évidemment. Et à très très vite, ciao ciao.